Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui un thème demandé par quelques commentaires postés sur le blog de la cellule. Il s'agit d'un thème sur une assertion que j'ai tendance à prononcer comme ça et là dans les milieux respectables, où je dis très souvent qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais MJ, il y a seulement de mauvais ou de bons jeux. Et cette assertion n'a jamais fait l'objet d'un podcast. Et donc, c'est l'objet de ce podcast que de faire un podcast qui aura justement pour objet cet objet de podcast. J'ai rien compris. En plus clair. Y a-t-il un bon MJ ou un mauvais MJ ? Mais oui, tu veux la... Dans l'avion. Voilà, c'est ça. Est-ce que dans l'avion, il y a un bon et un MJ ? Le bon, le mauvais MJ, est-ce que ça existe ? Oui ou non ? Tu connais pas l'assertion Mais oui, il n'y a pas de bon MJ ? C'est juste que ta phrase derrière était un peu compliquée. Mais non, mais bien sûr, la même chose. Bon les gars, vous pouvez pas vous présenter là parce que et donc, on sait même pas qui parle là. Donc c'était une blague, Adrien, c'était une blague de faire l'objet d'un podcast dont l'objet est l'objet de ce donc il y a podcast. Adrien ici aujourd'hui. Voilà, donc déjà Adrien est avec nous. Adrien, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as la pêche ? Est-ce que tu as la patate ? Je crois. Tu as la pêche ? Je crois. Tu as la patate ? Je crois. Très bien. Ça tombe bien. Nous sommes également avec Maxime qui, je l'espère, a la pêche et la patate. Il a la patate parce qu'il a bouffé une pizza savoyarde. Superbe. Nous sommes également avec Jeff et sa grosse voix. Jeff, ça va ? Ça va. Et puis nous sommes avec Jérôme S de Poitiers. Salut. Tu es sorti de ta cave pour Oui, revenir sur la sorti de la cellule. cave, oui, c'est fantastique. Il fait plus chaud ici. Oui, il fait meilleur. Mais c'est pas moins cave en termes d'odeur et trucs comme ça. C'est une vieille bibliothèque ésotérique un peu moisie. Peut-être à côté. Nous sommes avec Vincent L de Sci-Fi Universe. Vincent, ça va la pêche ? La pêche. Sur le bon MJ, le mauvais MJ, motivé pour parler de ce sujet. Plein de choses à dire, j'imagine. Oui, on verra bien. Ouais. Tu es toi-même un mauvais MJ, donc tu pourras au moins parler de cet aspect-là. Non, moi j'ai fait un bon jeu, donc je suis un bon MJ, c'est ça. D'accord, c'est cool. Tu es un mauvais MJ. Tu veux témoigner ? On est avec Vivien Féasson. Vivien, très important, j'ai envie de dire, pour ce podcast, parce que tu as fait un article sur le sujet du JDR Mag qui portait justement ce thème. Oui, bon, en fait, pour moi, il est mort, donc déjà, Le MJ bon ou pas, le MJ Oui, c'est est ça mort. ce que j'allais dire. Le deuxième jeu que t'as sorti, il y a pas de MJ, donc comme ça, c'est vite vu. Un beau MJ Ah, est un ouais. MJ mort. C'est ça. En tout cas, le dernier bon MJ, on l'a tué. Alors. Tu vas avoir l'occasion de développer tout ça dans ce podcast. Donc, on y va dans ce thème. Peut-être commencer avec Vivien qui disait le MJ s'est désintégré. J'ai tendance à avoir le même avec toi sur ce sujet. C'est-à-dire que comment peut-il y avoir un bon ou un mauvais MJ à partir du moment déjà où on pense que le maître de jeu n'existe pas. C'est un peu ce que tu soutenais aussi, comme moi en fait. On a fait 2 articles en parallèle pour JDR Mag où on soutient régulièrement la même chose. Est-ce que tu peux nous développer cette thèse ? Pourquoi pour toi le MJ a explosé ? Alors bon, déjà, faut savoir que c'était un petit peu de provocation. C'était Vivien. plus en fait l'idée que si on tire un peu le principe du MJ et ses limites, en fait, on en vient à force de tirer nécessairement la conclusion quelque part que, qu'il est impossible quelque part, en quelque sorte. Le MJ, Dans la mesure, oui. le MJ a un côté contradictoire. Finalement, c'est le truc impossible avant le petit-déj. Ouais, c'est un petit peu ça, mais en même temps, est-ce que c'est pas, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas cette espèce d'équilibre impossible qui fait le miracle du jeu de rôle, hein. C'est le jeu de rôle, ce jeu impossible. Ce jeu impossible avant Ce ou jeu après magique. le petit-déj. Donc, toi, tu as défendu cette idée que le meneur de jeu, sur le meneur de jeu, il y avait un ensemble de contraintes, un ensemble de propriétés qu'on lui faisait peser, qui faisait que c'était un rôle un peu impossible à tenir en fait sur le papier. C'était pas ça. Non, c'était pas dans ce sens-là. C'était D'accord. plutôt l'idée que pour qu'un joueur puisse avoir le contrôle de son personnage, il devait nécessairement empiéter sur le domaine du MJ. D'accord. Et chaque pan de liberté qu'il prenait, en fait, ouvrait de nouvelles possibilités de liberté à prendre et entraînait du coup de nouvelles prises de liberté et grignotait de plus en plus en fait les prérogatives du meneur de jeu. D'accord, ok. C'est-à-dire, par exemple, tout simplement, en fait, si je veux que, par exemple, imaginons que je suis un personnage qui veut prendre une tasse, il faut que je puisse prendre la tasse. C'est-à-dire qu'il faut que je dise d'autorité, mon personnage prend la tasse. C'est-à-dire que je prends, si on considère que le joueur contrôle le personnage et que le MJ contrôle le monde, le MJ contrôle théoriquement la tasse. Donc c'est au MJ de dire, ok, tu prends la tasse, tu peux la soulever, tu la prends, etc. Sauf que si on commence à faire ça pour tout, on n'en finit pas et le jeu de rôle ça devient chiant. Maxime. Ouais, et je pense que, je veux pas cracher sur ce que, mais j'ai encore fait une partie du coup cet après-midi avec un MJ dans cette idée-là. Alors même quand tu expliques gentiment que tu aimerais bien avoir un peu plus d'autorité, en effet, tu as une espèce de croyance et je crois qu'elle est assez répandue que le MJ c'est ça, c'est celui qui fait le monde
Et du coup, il se retrouve à décrire comment ton perso interagit avec le monde, il décrit tout. Et moi, au début, quand j'ai commencé à jouer, je me suis dit, putain, est-ce que je suis en train d'assister à un mec qui va juste me raconter une histoire? Est-ce que j'ai quelque chose à faire dans l'histoire là? Bon, moi, Parce que là, t'es là, tu fais, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai le droit à 2-3 séances de RP toutes les 20 minutes où tu me décris ce qu'on fait en fait, en me mettant des grosses ficelles, genre, va enquêter par là. Attention, vous confondez deux choses. Une chose est d'avoir autorité sur le monde, une autre est de faire toutes les propositions à son sujet. C'est pas la même chose. Ici, on dit pas que le MJ il fait toutes les propositions au sujet du monde. On dit juste que c'est lui qui valide. Il a le dernier mot. C'est-à-dire qu'il a le droit de te dire non, cette tasse tu ne peux pas la soulever. Tout à fait. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a un sortilège de poids x 20 000 dessus. Enfin, j'en sais rien. Mais le MJ peut te laisser dire ce que tu veux. Voilà. Mais à n'importe quel moment, dans le MJ dans le système, on va dire standard, traditionnel, que beaucoup de gens impliquent, le MJ a le droit à n'importe laquelle de tes affirmations de dire stop, non, ou alors stop, règle, ou alors stop, ça correspond pas à l'univers, ou alors stop ta gueule, ou alors stop ta gueule c'est magique. Enfin voilà. Oui. Il a ce pouvoir absolu du stop. Du stop. Pour autant, il peut valider tacitement de l'autorité que tu aurais sur le décor. Par exemple, tu peux laisser un joueur dire je hume l'air frais d'Aqua City et je me laisse embrasser par une femme qui passe là Tant que le MJ ne dit rien, ne dit pas stop, il n'y a pas de femme à t'embrasser à Aqua City, tout ça a lieu dans le contenu fictionnel malléable. Et donc il ne faut pas confondre, le MJ doit faire toutes les propositions au sujet du monde et le MJ a la possibilité d'invalider les propositions au sujet du monde. Sauf qu'effectivement, un travers qui apparaît souvent avec ce paradigme-là, c'est ce que fait remarquer Maxime, c'est que le MJ en devient à si j'ai le dernier mot sur tout, alors c'est à moi de décrire la plupart des choses. Et il se met à décrire de tout à n'importe quoi et il se met à empiéter sur les joueurs et les actions des joueurs deviennent décrites par le MJ. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment, hein. Qu'est-ce que tu fais? J'attaque, fais ton lancer de dés et le MJ qui te décrit oui tu le touches à la jambe, tu lui fais 3 points de dégâts, il lui pisse le sang et t'es vachement content de l'avoir blessé. Toute la question se pose au niveau de où est la limite en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que généralement définie, en fait. dans le jeu traditionnel, enfin tel que moi je l'ai pratiqué pendant des années, c'est le MJ décrit le décor intégralement, puis le joueur dit je fais ça. La plupart du temps, si l'action est banale, effectivement prendre la tasse, on sait qu'à peu près aucun MJ ne dira attends, je vais voir. Oui, bon, ok, tu la prends. Sauf dans Fatal. Pardon, Fatal, effectivement. Il fallait la caser. Hein. C'est un peu le running gag de ces derniers podcasts de la cellule. C'est ça. Il y aura un podcast dessus. Il y aura un podcast dessus. C'est un one shot. Un podcast malus alors. Ouais, c'est ça. Et mais dès qu'on rentre dans un conflit, par contre, on fait le jet de dés. Et le MJ généralement décrit ensuite ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la description de comment son personnage réussit, avec quelle classe, à quel moment, enfin quel est son style. C'est le MJ qui décrit. Du coup, il commence à décrire non plus seulement la réaction de l'univers ou la résistance, mais aussi carrément la façon d'être du personnage, quoi. Jérôme. Ouais, des fois, il va même le faire en amont. Tu prenais l'exemple du joueur qui dit j'embrasse une femme dans la rue, mais des fois ça va être le MJ qui va dire tu croises une femme que tu trouves très belle et que tu embrasses dans la rue. Oui, mais à partir du moment où on sait que le joueur a autorité sur son personnage, lui en contrepartie, il a le droit d'invalider la proposition d'un meneur de jeu qui lui dirait une telle chose. C'est-à-dire en fait tout est dans la validation ou l'invalidation, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de faire des propositions. Mais seul le joueur a le droit de valider ou d'invalider celle qui porte sur son personnage, et seul le meneur de jeu a le droit d'invalider ou valider ceux qui portent sur les décors et les personnages non joueurs. Dans le monde idéal. Dans le monde idéal, et bien sûr. Mais là, on parle d'un jeu de rôle traditionnel qui n'existe pas. Ouais, parce que j'ai eu l'expérience cet après-midi. Maxime. Justement, d'un moment, il y a un joueur, il dit du coup, je lui plante ma dague. Approche-toi un peu plus. Je lui plante ma dague à l'adversaire dans la tête. Donc on fait vas-y, lance tes dés et tout. Et là, en effet, non, il réussit à faire genre une blessure légère. Et du coup, le MJ dit tu attaques la tête et ça lui fait une entaille. Et il fait attends, non, moi je faisais un coup comme ça, je peux quand même avoir mon poignard qui va dans sa tête comme je voulais. Dit-il, mimant un coup allant de haut en bas. Voilà, et du coup, le MJ, et du coup, le MJ dit non, mais bon, en termes de dégâts, c'est pareil, donc tu vois, ça change rien. Et là, tu fais. Moi, j'étais à côté, j'étais. Non, ça change. Jeff, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, et j'aimerais qu'on en finisse assez rapidement avec ce débat. Parce qu'on est en train de pas traiter le sujet en fait. J'espère que ça va donner quelque chose de probant dans ce cas-là. Dernière intervention. Dernière intervention là-dessus. Je pense que directement au niveau du bon ou mauvais maître de jeu, je préfère retourner là-dessus, on va dire. T'as bien raison. En gros, je pense qu'il y a déjà un premier point
qui est le contrôle, afin de différencier les deux. Là, j'essaie de réfléchir basiquement. Et du coup, si c'est faut répondre à cette question-là de façon basique, le premier point à aborder, je pense que c'est le contrôle. C'est-à-dire, il y a toujours un rapport au niveau du contrôle. C'est-à-dire, ce que toi, t'as vécu, c'est un maître de jeu qui est dirigiste. Il a voulu imposer la chose pour essayer de faire avancer les choses. Et peut-être que je me plante, peut-être que je me plante lourdement. Et après, t'as justement, alors, je sais pas si c'est dans le bon ou le mauvais maître de jeu, t'as effectivement la personne qui est à l'aise avec ça, qui te donne l'illusion peut-être qu'il a pas le contrôle ou qu'il a le contrôle, mais qui te le fait pas ressentir. Je sais pas si c'est clair ce que je voulais dire. Mais bon, c'était pour répondre sur bon ou mauvais maître de jeu d'un coup. Moi, mon point par rapport à ça, et pour rejoindre un peu ce que disait Vivien au début, mais avec une autre approche, Vivien, par rapport à toi, c'est que moi, je pense que le meneur de jeu, ça n'existe tout simplement pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition des propriétés exactes d'un meneur de jeu. Chaque jeu doit définir clairement ce qu'il attend de ce qui ressemble le plus à ce que classiquement, jusqu'à aujourd'hui, dans la tradition, on a appelé un meneur de jeu. C'est comme un arbre. Il y a le concept d'arbre, mais chaque arbre est différent et chaque jardinier doit conduire son arbre à avoir telle ou telle position. C'est la même chose. Les meneurs de jeu, c'est un concept très très vague et très très flou, comme les chauves. Mais après, c'est à chaque jeu de déterminer quel genre de... C'est pas pour reprendre le chauve. Je suis désolé par rapport aux chauves, c'est parce que vous savez, très souvent dans la cellule, on aborde le paradoxe Sorite. Et donc du coup, voilà, c'est l'exemple qu'on prend généralement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un concept vague et flou de ce que c'est qu'un meneur de jeu, mais en fait, le meneur de jeu en lui-même, ça n'existe pas. C'est qu'une catégorie, un certain type de... Et chaque jeu doit déterminer ce que c'est que son meneur. Donc en fait, le bon ou le mauvais MJ, il n'est valable que dans le cadre d'un cahier des charges qui va être établi par un jeu. C'est un jeu qui va dire quel est le bon MJ pour lui et quel est le mauvais MJ pour lui. Qui va dire voilà, bien jouer à mon jeu, c'est faire ça. Être un bon meneur de mon jeu, c'est faire ça, etc., etc. Je voulais répondre de façon basique, sans réfléchir, le bon ou le mauvais de jeu, en rentrant, on va dire, dans cette espèce de piège. Moi, j'aimerais dire plutôt qu'il y a l'illusion du maître de jeu générique n'existe pas. Voilà, c'est ça. Je m'explique. Exactement. Il y a des maîtres de jeu de Fading Sun, il y a des maîtres de jeu de Werewolf, il y a des maîtres de jeu des errants du Kyo. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas calibré pour maîtriser tout. Je suis désolé, mais par exemple, si on prend deux exemples très concrets, dans les errants, on n'attend pas du meneur de jeu qui mette en scène et qui mette en place le même contenu fictionnel malléable que dans l'agent, mais dans l'agent, ça n'a même pas carrément, mais que dans, je pense que je vais passer la parole à Adrien. Tu pourrais dire qu'il y en a un. L'animateur, celui qui dirige l'adversité. Il y a une partie des rôles, en tout cas, qu'on octroie je le nomme pas meneur de jeu parce que, il n'a pas du tout la position standard de maître de jeu. En fait, pour aller au-delà de ce que tu dis, c'est que, en fait, il y a plein de jeux qui n'ont pas de meneur de jeu. En plus, dans Apocalypse World, ils ont un maître de cérémonie qui se rapproche le plus du rôle du maître de jeu, mais c'est nommé différemment et c'est pas par hasard. Dans Donjons et Dragons, c'est pas un maître du jeu, c'est un maître du donjon. Et dans Agone, c'est une éminence grise, etc. Ça, mon article, il y a le veneur. Enfin, dans beaucoup de jeux, le entre guillemets meneur a un nom particulier. C'est exactement ce qui déjà permet de le distinguer dans le sens où, attention, dans ce jeu, le meneur a un rôle particulier. Et le fait de le nommer différemment déjà est un très bon moyen pour soulever l'attention sur son rôle particulier. Je voudrais juste poser une question à ce sujet, juste une précision. Vivien. Si on considère que Jérôme. un bon paquet en fait de jeux qui sont souvent qualifiés donc de jeux traditionnels, etc., ont quand même une espèce de contrat social globalement assez similaire. Ouais. Est-ce qu'on considère qu'ils demandent tous les mêmes qualités de MJ ou pas ? Pas du tout. Pas du tout, selon moi. Mais en fait, Jérôme, tu voulais intervenir, Jérôme, il y a bien longtemps, mais non, mais ça va encore. C'est moi, j'irais même plus loin en disant que ça dépend même pas du jeu, ça dépend aussi de la table et de la dynamique qu'il y a entre les joueurs. Est-ce que c'est des gens qu'on voit tous les jours par ailleurs ? Est-ce que c'est des collègues de boulot ? Est-ce que c'est des amis de beuverie ? Est-ce que ce sont des gens qu'on côtoie pour le game design ? Ça change énormément l'approche de jeu et qu'est-ce qu'ils aiment Voilà, et sur les ateliers imaginaires, là récemment, il y a eu un fil intéressant qui a été posté par Eugénie, qui parle. Alors, je sais qu'en management, j'ai entendu parler de ce genre de concepts qui font la différence entre le savoir-faire et le savoir-être. Et je pense qu'il y a beaucoup de savoir-être dans une bonne dynamique de table, parce que je pense qu'une bonne dynamique de table aide beaucoup à faire un bon MJ. D'accord.
Et que, en fait, replacer aussi le social, la façon dont les gens apprennent à interagir les uns avec les autres pour optimiser leur partie, c'est important aussi d'en parler. Ça explique aussi pourquoi des jeux dits dysfonctionnels font les parties les plus remarquables pour beaucoup de joueurs. Parce qu'en fait, c'est eux qui le rendent fonctionnel et qui donc choisissent leur propre fonctionnement modus operandi. De groupe fonctionnel, en fait, leurs interactions sociales. Adrien, puis Jeff. Ouais, moi, sur ce que tu viens de dire, le fait qu'il y ait effectivement des compétences sociales, des compétences techniques, on va dire, les bonnes compétences sociales font que dans les jeux où quelqu'un a une autorité supérieure sur la narration, si cette personne-là a des bonnes compétences sociales, des bonnes compétences de distribution de parole, etc., ça va pousser dans le sens du bon MJ. Mais le problème, c'est que c'est une situation qui s'amène parce que cette personne a un abus de pouvoir, on va dire, proposé par le jeu. Jeff ? Pour aller dans le sens de Jérôme, et pareil par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a des bons maîtres de jeu de tel ou tel jeu. C'est peut-être plutôt à ce niveau-là que se situe la notion de qualité peut-être. Je vais prendre un exemple tout bête. Un jeu de rôle où justement, comme dirait Jérôme, le maître de jeu n'a pas de nom spécifique, n'a pas de rôle encore une fois spécifique. Un jeu de rôle assez traditionnel dans ce sens-là, c'est le livre des 5 anneaux. Je vais le prendre en exemple. Le livre des 5 anneaux, c'est pas forcément explicité. Le maître de jeu doit mener sa campagne, sa chronique d'une certaine façon. Du coup, comme ça va dépendre un peu des personnages. Ça va dépendre, pour aller dans le sens de Jérôme, effectivement. Des archétypes des personnages. Exactement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, si on devait dire sur du L5R, il y a des bons maîtres de jeu de L5R, des mauvais maîtres de jeu de L5R, il y a avant tout des maîtres de jeu qui sont faits pour des joueurs et vice versa. Je pense que il est là le truc aussi quelque part. C'est des thématiques vachement larges. Là, je voudrais aller vraiment dans ton sens en disant que de toute façon, cette notion de bon ou de mauvais MJ n'a de sens que dans le cadre où on fixe avant un cahier des charges. Après, le cahier des charges, il peut avoir différents niveaux. C'est le jeu et l'auteur du jeu qui peut fixer le cahier des charges de ce qu'il attend de son meneur. Et du coup, le cahier des charges, si le meneur, juste pour finir, si le meneur a toutes les propriétés fixées par le cahier des charges du jeu, on pourra dire du point de vue de ce jeu qu'il est un bon meneur. Ce que veut dire Jeff maintenant, c'est le cahier des charges des joueurs. Quel est le cahier des charges qu'ils ont fixé pour leur meneur de jeu ? Est-ce qu'ils attendent de leur meneur qu'il leur fasse des intrigues pour solliciter à fond les personnages de Scorpion qu'ils ont fait, par exemple dans le cas des 5 Si je peux reprendre effectivement, continuer sur cet exemple, parce qu'effectivement dans ce jeu-là, donc Livre des 5 anneaux, on précise pas vraiment, les critères sont pas mis en place. Effectivement, il y a plusieurs thématiques dans le jeu qui sont abordées. Donc à partir de là, c'est déjà dans l'attente du maître de jeu, qu'est-ce qu'il veut montrer de l'univers. Ouais. Et effectivement, les joueurs, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher ? Bien sûr, c'est ça. C'est une question de cahier des charges. Et en fait, selon quel cahier des charges on suit, faut passer le micro à Jérôme, parce que quand je montre comme ça, c'est selon le cahier des charges que l'on suit, en fait, on va être bon d'un certain point de vue des joueurs, point de vue du jeu, point de vue. Je vois pas trop point de vue de quoi, de l'arbitrage peut-être par exemple. Il y aurait d'autres critères, d'autres du scénario. Voilà, très bien. Par exemple, un jeu de rôle historique qui présupposerait que son meneur de jeu soit un parfait expert dans le domaine. Et là, du coup, le bon meneur, du point de vue de l'histoire, du point de vue du cahier des charges historique, ce serait celui qui connaît bien cette période. Là, l'exemple pour le meneur historique, c'est comment il s'appelle, Tédéum pour un massacre. Absolument. Qui contient une vraie petite encyclopédie de la vie au Moyen-Âge à l'époque. Je pense, Jérôme, pour en revenir à ce que tu dis, le cahier des charges et comment définir ce que les joueurs attendent les uns des autres et du MJ et de l'univers, je pense que c'est pour ça que Prosopopée fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il définit énormément le comportement que les joueurs doivent avoir les uns avec les autres. Il fixe le cahier des charges pour chaque acteur autour de sa table. C'est ça. Et je vais prendre l'exemple d'un jeu que voilà, pour une fois je vais en dire du bien, Vampire. Non, voilà. Oui, il y a un petit gag entre nous. Alors, Vampire le faisait un petit peu à l'époque de la mascarade, mais c'était très léger. C'était avec le système de questions à poser aux joueurs. Rappelle-moi tes souvenirs d'enfance, comment t'as grandi, comment t'es arrivé là, etc. Exact. Mais alors dans Vampire Requiem, le vice est poussé beaucoup plus loin parce qu'il est écrit noir sur blanc que le MJ doit demander aux joueurs, avant de préparer son univers, sa ville ou quoi, quelles sont les attentes qu'ils ont vis-à-vis de la partie. Et il me semble que c'est presque écrit noir sur blanc que si les joueurs veulent de la romance, c'est pas la peine de leur mettre de la baston partout ou vice versa.
Dans Vampire et Requiem, les nouveaux. Vivien, tu voulais ajouter quelque chose? Bah, en fait, c'était déjà sur L5R, mais ça se repose sur Vampire. C'est que, alors, j'ai fait jouer énormément à Vampire, j'ai fait jouer énormément à L5R, et je ne sais pas ce que le jeu attend comme, enfin, je ne sais pas ce qu'est un bon MJ de ces jeux-là, en fait, quelque part. Parce que il faut à la fois être bon parce qu'il faut de l'action, il faut à la fois faire des romances impossibles, il faut aussi faire jouer l'honneur du samouraï, il faut faire jouer l'humanité. Tout part dans tous les sens. Donc pour être bon, en fait, il faut une espèce de don d'ubiquité et être à la fois en même temps bon dans tous les trucs. Et même les joueurs eux-mêmes, du coup, parce qu'on parle de jeux dysfonctionnels, ne savent pas en fait. Enfin, c'est très difficile d'avoir un groupe où tout le monde veut à peu près dans le même sens et tout le monde part dans tous les sens. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est le sens de cette fameuse phrase que je prononce tout le temps, du dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais MJ, il n'y a que de bons ou de mauvais jeux, au sens où il y a des jeux qui disent exactement et précisent exactement les cahiers des charges en question. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des jeux qui ne le font pas. Voilà, qui n'ont pas de là, donc, ce sont des mauvais jeux et qui incitent forcément les gens à devoir être un bon MJ, dans le sens où à fixer eux-mêmes un cahier des charges qui soit en adéquation avec ce que les joueurs attendent, ce que le jeu attend. Ou à Jeff alterner, puis Adrien. Bah, dans ce cas-là, le coup du mauvais jeu de rôle, alors c'est pas pour défendre L5R, c'est c'est un bon jeu quand même. C'est un bon jeu dans le sens où il y a aussi une attente, enfin du public, je sais pas comment dire ça, c'est que c'est le genre de jeu justement qui est tellement vaste au niveau des thématiques, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'une liberté aussi quelque part, de pouvoir prendre un univers et de dire bah tiens, on me propose ça, courtisan, guerrier, politique, je ne sais quoi, et de se dire bah tiens, dans cet univers-là, c'est cet aspect-là que je veux prendre. Mais la liberté, ça n'existe pas sans contrainte, Jeff. Si mais ton jeu ne fixe aucune contrainte, tu n'as pas de liberté. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est encore bien ancré dans la tête d'un grand nombre de personnes. Ils sont en train de s'agresser à la table tous les deux, c'est mignon. Il y a Maxime est en train de jouer avec la lampe et il vient de la foutre proprement dans la gueule d'Adrien à qui je passe la parole. Adrien, après cette flash. Oui, moi je voulais un peu pondérer les propos sur bon jeu, mauvais jeu, dans le sens, quand on dit mauvais jeu, par exemple, on dit Vampire est un mauvais jeu, L5R est un mauvais jeu, sur le fait de ne pas définir à quoi on va jouer précisément, de ne pas définir le cahier des charges, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu dans l'absolu. C'est un mauvais jeu sur ce plan-là, c'est-à-dire il s'agirait. Au final, on reproche à ce jeu que ce soit au MJ de devoir faire le boulot, définir ce cahier des charges pour que ce soit fonctionnel. Et le problème, c'est que des gens ne savent pas qu'il faut le faire. Ça provoque des parties dysfonctionnelles. Or, ce qu'il suffit de faire, c'est de faire ce boulot de cahier des charges. C'est tout. Voilà, en gros, ce qu'on reproche, c'est que souvent, dans beaucoup de jeux, il y a un aspect non-connaissance de ce problème-là, ou flemme intellectuelle, ou non-envie de trancher. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne devrait pas dire un bon jeu, en fait. On devrait dire un jeu fonctionnel, au sens où il a tout, il donne à tous les acteurs. On pourrait même le pondérer plus en disant tel point est non fonctionnel, ou alors il n'apporte pas de solution à ce problème. Voilà, c'est ça. Mais ouais, d'accord, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, mauvais, ça implique un raisonnement subjectif. Oui. Et il y a des mécaniques qui peuvent être vachement bien faites dans un jeu, mais qui peuvent ne pas me plaire et qui peuvent faire que ce jeu est mauvais pour moi, alors que pour d'autres il sera excellent et qu'il est parfaitement fonctionnel dans la mesure où il dit à chaque fois le cahier des charges qu'il propose, etc. Et ça, on comprend bien très bien ce que tu veux dire, André. Après, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant de passer la parole à Vivien? Oui, vas-y. Il y avait juste un truc un peu débile qui m'était venu en tête. Tu vas pas encore nous parler de Fatal? Non, pas du tout. Non, on n'en veut pas. J'allais faire la comparaison entre le bon et le mauvais MJ et se poser la question, est-ce qu'il y a un bel arbre? C'est quoi un bel arbre? Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que voulait dire Maxime, je crois. Il y a des beaux sapins, il y a des beaux chênes, mais un bel arbre, ça dépend de ta préférence d'arbre en fait. Voilà, déjà. Ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, dans la question du bon MJ, je passe la parole à Vivien, il y a deux concepts flous. Le concept de bon est déjà un concept qu'il faut définir avec un cahier des charges avant de savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et ensuite, il y a le concept de meneur de jeu qui lui-même doit être défini par un cahier des charges. Donc au final, on a deux concepts flous qui sont associés dans une même question qui attend une réponse définitive. Alors qu'évidemment, ça dépend bien sûr. Les deux se définissent mutuellement, enfin. Ouais, c'est-à-dire. On définit le bon quand on définit le MJ, quoi. D'accord, ok. Maxime. Oui, j'allais dire voilà, et le bon en plus, il y a pas de définition de bon dans l'absolu. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui écrit un jeu ne peut pas a priori dire pour faire une bonne partie vous ferez ça. Ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui une bonne partie, ce sera une partie dans laquelle on a pu jouer une romance et pour laquelle on n'a pas été embêté par exemple par un système avec des dés. Et il y a des gens pour qui une bonne partie, ça va être au contraire une partie dans laquelle on a vraiment eu l'impression de défier des personnages non joueurs et d'avoir réussi à les vaincre en optimisant un système. Donc, et pourtant dans le même univers et probablement dans le même jeu même des fois. Alors je sais que des fois la Cile on défend le fait que non, du coup il faudrait écrire deux jeux
ou un jeu où tu joues dans cet univers-là avec tel système, on pensait ça, et un jeu dans lequel tu joues dans cet univers-là, et sauf que c'est pas ce qui se fait en jeu de rôle actuellement. Non. Puis en plus, ça c'est vraiment une version extrême des choses qu'on pourrait défendre. Évidemment que, comme disait Jeff tout à l'heure, dans les jeux, c'est intéressant quand même que le jeu propose de jouer des choses différentes. Mais elle doit garantir les interactions entre ces choses différentes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à posteriori, parce que on parle de jeux qui sont quand même généralement assez anciens, ce qu'on peut dire, c'est que si jamais les gens nous écoutent et jouent à des jeux qui n'ont pas été écrits dans cette optique-là, essayez éventuellement, lorsque vous commencez une campagne d'un jeu ou même juste un jeu, rajouter cette règle. Demandez aux gens qu'est-ce qu'a priori vous avez envie de jouer. On va jouer dans cet univers-là. Ce qu'on appelle parfois le contrat social, un peu de manière un peu globale. Qu'est-ce qu'a priori vous avez envie de jouer, comment vous avez envie de le jouer. Et à partir de là, qu'est-ce qu'une bonne partie pour vous a priori, Jérôme? Et si jamais on peut se rendre compte comme ça que les copains autour de la table sont pas d'accord en fait. Et là, d'un coup, on peut déjà faire une remédiation et éviter une partie dysfonctionnelle. Jérôme. Et effectivement. Et j'ai encore un autre exemple. On va rester dans les classiques avec Cthulhu. Il y en a qui ont dit dans les commentaires que sur le blog de la cellule que tu étais de mauvaise foi quand tu ne voulais pas voir les améliorations de la V6. Oui, Vincent, il me semble, il a dit ça. Ouais. Donc ça tombe bien, il est là. J'ai dit ça. Je suis là. Tu veux se réveille. Première intervention. Tu veux développer ou je dis mon point? Non, vas-y. Je dis mon point, puis après tu développeras peut-être, sûrement. Il préfère qu'on parle pour lui. Alors, pour le moment. Notamment le système alors je me rappelle plus, on choisit un genre, on peut choisir de jouer en mode pulp, en mode vraiment horror Cthulhu-esque de base, ce genre de choses. Et alors ça change la création de perso notamment. Alors je me rappelle plus des détails, ça m'est juste passé vite fait sous le nez. T'as des points d'armure, des points de résistance de SAN, genre tu perdras systématiquement 1 ou 2 points de SAN en moins, des trucs comme ça. Voilà, ouais. Système d'aplomb. Ouais. Il y a même des systèmes où je crois on joue quasiment plus la SAN, ou alors on a beaucoup de points, un truc comme ça, pour jouer vraiment en mode pulp action. Je crois que c'est juste une résistance, un nombre de points que tu perds en moins à chaque paire. D'accord. Comme ça. Plus des points de plus de compétences à la création. Plus ou moins en compétences. Voilà. Et ça permet de mieux situer le contrat social. C'est un peu maladroit, mais déjà rien qu'en disant aux joueurs, voilà, on va jouer en mode pulp, donc vous avez plus de points de compétences, vous avez de la résistance pour la SAN. Tout de suite, ça pose un peu mieux la chose. Moi, je trouve ça un peu léger, mais on peut pas nier que c'est une avancée. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Maxime tout à l'heure, à partir du fait que quand on va proposer une partie, il faut demander aux joueurs ce qu'ils veulent faire. Juste pour finir, Vincent plus soyez la remarque de Jérôme, j'ai l'impression. C'est-à-dire que juste pour finir avec ça. Voilà. Je pensais pas qu'Adrien sauterait sur autre chose. Voilà. Sur autre chose, excusez-moi. On peut toujours faire des allers-retours sans fin entre deux Maxime. Moi, je vais rebondir sur ce que disait Maxime sur le MJ qui demande aux joueurs qu'est-ce qu'ils veulent jouer. Moi, la pratique que j'ai eue, c'est que plutôt, les MJ qui proposaient des jeux traditionnels dans mon entourage, ils proposaient une partie et définissaient assez bien la thématique. Quand ils envoyaient un gros mail en disant voilà, on va faire une campagne de loup-garou, ça va être très bourrin, on va sauver le monde. Voilà, donc on posait le truc, on savait à quoi s'attendre. On va faire une campagne du Seigneur des Anneaux, sauf que là, on va quitter l'aspect un peu magique et se focaliser sur l'aspect on va fonder une colonie. Ouais, tu parles dans mon micro. Moi, il est cassé mon micro, donc je peux pas te le donner. Je veux pas donner de nom parce que j'ai fait une partie de jeu traditionnel. Je veux pas du tout leur faire de la mauvaise pub parce que franchement, le truc est cool quoi. Et puis la partie dysfonctionnelle, mais c'était cool. Donc je veux pas leur faire de la mauvaise pub, donc je vais pas citer le nom. Mais alors qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je suis sûr que j'avais un truc intéressant à dire sur l'histoire. Oui, justement, c'est que quand on m'a présenté la partie, donc on était à la foire aux parties, quand on nous présente la partie en 1 minute, il y a quasiment personne qui au final définit. En fait, quand on me présente pas le système, on a beau me dire tu vas jouer ça dans tel univers, tu vas jouer des personnages. Alors je vais prendre un autre exemple du coup. Voilà, genre on me dit tu vas jouer des Space Marines dans Warhammer 40 000, ça me dit pas comment on va le jouer, ça me dit pas quelles problématiques vont intervenir. Et du coup, tu peux te douter. Mais l'exemple que j'ai eu, moi, c'est qu'on m'a présenté un univers, on m'a dit ce que j'allais jouer et ça m'a pas. Et du coup, le système n'encourageait pas exactement ce que je voulais, malgré le fait que dans l'histoire, les problématiques que je voulais étaient traitées, mais elles n'étaient pas traitées comme ça m'intéressait en tant que joueur. Et ça, je pouvais pas m'en douter à l'avance. Bien sûr. Ouais. Ton exemple sur les Space Marines m'a un peu fait rire parce que je m'imaginais difficilement jouer des romances de Space Marines. Mais...
Mais là, c'est alors l'Inquisition, parce que c'est vrai que dans l'Inquisition, tu peux t'imaginer qu'il y a des dilemmes de est-ce que tu vas jouer des gens qui vont se poser le dilemme de est-ce qu'on va le brûler, est-ce qu'on va pas le brûler. Est-ce que tu dis des gens qui jouent à l'Inquisition, tu peux te dire peut-être qu'on va avoir des dilemmes du genre putain mais lui il est peut-être innocent. Alors que dans le fond le jeu t'encourage uniquement à faire une enquête et brûler des méchants. On parle toujours de jouer une romance ou jouer de l'action, mais finalement il y a plusieurs façons de jouer de l'action, il y a plusieurs façons de jouer une romance. On peut jouer une romance comme un défi, on peut jouer. Après ça, c'est vrai aussi que c'est parfois compliqué quand on n'est pas l'auteur du jeu de décrire exactement la proposition créative du jeu. Dark Heresy, quand on le lit, on sait exactement ce à quoi on va jouer. C'est un jeu qui est très très clair sur ce à quoi on va jouer. C'est moi vraiment c'est un jeu qui m'a pas déçu sur ce qu'il annonce et ce à quoi on joue. C'est peut-être une mauvaise explication de la part de la personne qui a expliqué le jeu, qui l'explique peut-être c'est un exemple en l'occurrence. Je donne des exemples. Rapidement, juste parce que à côté de ça, il y a une croyance et qui se vérifie parce que dans la pratique de la majorité des genres de jeux de rôle, qui est que c'est pas parce que dans le jeu a priori la majorité des jeux te disent qu'au final tu peux tout jouer dedans, non? Mais on t'y encourage pas, genre la majorité non, mais peut-être pas, je sais pas, mais Dark Heresy, je suis désolé. Il y a une certaine tendance de jeu, par exemple, comme Anima. Il y a eu un moment donné, en fait, où c'était vraiment la mode d'essayer de proposer des univers dans lesquels on pouvait un peu tout jouer. Il y a eu une mode, en fait, autour de ça. Et dans Shan. Dans Shan. Oui, mais dans Shan, le jeu garantit l'interaction, Vincent. Je suis désolé, mais le jeu garantit à mort l'interaction. Franchement, on est désolé, t'as fait un bon jeu, quoi. Bah oui, je suis désolé. Merde! À chaque fois, il veut. Je viens pas me faire insulter, putain! À chaque fois, il fait ça dans les podcasts. Il essaye d'imposer son jeu comme un contre-exemple. Bah oui, mais justement. Donc, on est d'accord, ouais. Non, mais Shan est un jeu qui a été conçu au départ pour jouer à tous les jeux. C'était le principe de base de Shan. C'est-à-dire la première édition. La première édition. Ouais, voilà. Shan, le jeu pour jouer à tous les jeux. Voilà. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a eu une mode de faire ce genre de truc. Quand tu vas dans Agone, les différentes classes de personnages, il y a clairement une intention de la part des auteurs du système de ce jeu de faire en sorte qu'on puisse un peu tout jouer, tout et n'importe quoi. Les multivers dans Donjons et Dragons. Les classes dans Warhammer où tu veux du paysan au chevalier. Et plein de choses comme ça. Et donc, évidemment... J'ai pas beaucoup joué de chevalier dans Warhammer en général. Et ça a créé bien sûr une confusion du point de vue une confusion énorme du point de vue du contrat social qui a obligé les meneurs de jeu à poser leur cahier des charges et justement ou alors à le déterminer à la volée au doigt mouillé avec les joueurs en fonction de ce qui se passait autour de la table. Et donc au final, le bon, le mauvais MJ pour ces gens-là pendant toute cette période-là, ça a été juste le bon, c'était celui qui savait s'adapter et trouver le bon contrat, le contrat adapté aux gens et à faire une espèce de synthèse des cahiers des charges de chacun et de trouver voilà. Et le mauvais, c'est celui qui n'écoutait rien et qui restait dans son cahier des charges fixé. Est-ce qu'on a déjà t'as déjà rencontré des MJ en mode autoritaire où quand un joueur lui dit ouais là honnêtement je pense qu'il y a un truc qui fonctionne pas dans la partie, que le gars dise ah ouais mais non mais c'est comme ça, c'est dans les règles. Flavie a fait des expériences très traumatisantes de ça en convention. Hein, parce qu'en con, j'allais dire, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. T'es pas avec des copains déjà. Enfin, moi, par exemple, j'étais avec des inconnus total. C'est pas facile du coup de définir. Pardon, c'est moi qui joue avec mon micro. Non, je crois qu'on entend le téléphone de Vincent de quelqu'un qui fait bip bip sur le micro. Voilà. Et du coup, c'est pas facile quand t'es pas avec des gens que tu connais. Pour le MJ, c'est difficile comme poids quand le jeu de base lui demande en fait lui sous-entend par la non-présence d'un contrat social de devoir le créer lui-même. Mais tu vois, est-ce qu'il est bon ou mauvais? Est-ce qu'on peut vraiment le juger de bon ou de mauvais? Ce que je veux dire, Maxime, par rapport à ça, c'est que en fait, pour beaucoup, la richesse du jeu de rôle repose sur cette espèce de comment dire, d'empathie de doigts mouillés, d'empathie en fait du meneur de jeu et des joueurs autour de la table pour se trouver les uns les autres les cahiers des charges respectifs. Et il y a l'idée qu'en fait le jeu de rôle, et ce qui fait la beauté du jeu de rôle, c'est que chacun arrive avec des attentes différentes et qu'on va finalement être obligé de faire des compromis, qu'on va être obligé de faire preuve d'empathie, qu'on va être obligé de développer des qualités sociales énormes pour rendre fonctionnel une espèce de salade de fruits dans laquelle on aurait mis des tomates, du lardon et du homard. C'est ça. C'est-à-dire des gens qui n'attendent vraiment rien. Et un petit peu comme dans un bon plat de cuisine, avec des ingrédients différents, on fait un bon plat. Et là, j'arrête mon analogie avec le plat de cuisine, on comprend plus rien. Mais l'idée, c'est, il y a beaucoup de gens qui pensent que la beauté du jeu de rôle,
c'est ça justement, c'est de savoir faire la synthèse entre des gens qui arrivent avec des attentes différentes. Et c'est ça qui kiffe. Et je crois que derrière la problématique du bon et du mauvais MJ, il y a aussi cette espèce de rêve un peu derrière que le jeu de rôle, c'est ça en fait. C'est la cour des miracles et que c'est magique, socialement et empathiquement parlant, on va trouver une solution à ces problèmes-là. Jérôme. Je ne suis pas complètement d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Parce que je trouve que si on dit que la problématique du bon et du mauvais MJ repose là-dessus, finalement, du bon et du mauvais joueur aussi. Voilà. J'entends ça. Parce que moi, j'entends pas uniquement mauvais MJ. Mes joueurs font un peu les lèche-bottes des fois. Ils me disent mais t'es un MJ super et tout. Et je leur dis non. Tu te touches les tétons en leur demandant. Oh, j'adore ça. Et avec les pinces à linge et bref. Mais tu vois, c'est ça. Je leur dis non, c'est pas moi qui suis un bon MJ, c'est notre groupe qui fonctionne bien. Voilà, c'est nous qui sommes formidables, c'est pas moi quoi. Exactement. Surtout que t'as beaucoup de tables, donc tu peux confirmer quoi. Ça marche pas avec tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de ces débats sur Internet autour des bons, des mauvais MJ, pourquoi les gens le prennent mal quand par exemple, je dis dans une conférence qu'il n'y a pas de bons et de mauvais MJ, seulement de bons et de mauvais jeux. Parce que honnêtement, quand on voit les réactions sur Internet, on voit qu'il y a des gens qui le prennent mal. Pourquoi ils le prennent mal? Parce que ça attaque une de leurs valeurs, qui est que justement, le jeu de rôle vise à améliorer les gens qui y jouent. S'il n'y a pas de bons ou de mauvais MJ, s'il n'y a pas de bons ou de mauvais joueurs, est-ce que du coup le jeu de rôle peut avoir une prétention à améliorer les gens qui y jouent? Et moi je crois que les gens à qui tu dis il n'y a pas de bons et de mauvais MJ, ils entendent derrière, en fait on est juste des pièces mécaniques et on n'apprend rien, du coup on peut pas s'améliorer en faisant du jeu de rôle. Et moi je crois qu'il y a toute cette dimension esthétique et éthique qui intervient. Vincent. C'est parce que je pense qu'on a, en tout cas en France, une idée communément admise qui est que le MJ a une autorité supérieure à celle du jeu. Le MJ peut tout à fait décider de faire complètement autre chose que ce que fait le jeu, notamment cette connerie de dire les dés ça sert à faire du bruit derrière le paravent. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'à partir de là, le jeu va poser des règles et ces règles ne s'appliquent qu'aux joueurs et pas au MJ qui peut faire n'importe quoi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Ouais. Et alors ça on c'est fatal. Je crois que c'est le jeu de rôle traditionnel, c'est le seul exemple de jeu où tu vas avoir ça, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu joues aux échecs contre quelqu'un, tu vas pas dire non, mais moi mon pion, je le bouge dans tous les sens, ça me fait chier de le bouger que comme c'est prévu, tu vois. Il y a vraiment que dans le jeu de rôle où il y a un mec qui peut dire moi je fais ce que je veux, les règles j'en ai rien à foutre, c'est juste pour vous et puis voilà. Vite fait pour le coup du bruit derrière le paravent, c'est que effectivement pendant longtemps, c'est vrai qu'on années 90, début 2000, qu'est-ce que j'ai vu ça dans les bouquins, dans les commentaires, dans les forums, enfin vas-y triche. Mais finalement je trouve que cette analogie-là, c'est plus de dire il faut être un bon animateur quelque part. Et à la longue, quand j'ai relu il y a pas longtemps, je suis en train de relire pas mal de vieux bouquins, on va dire, des années 90 en jeu de rôle, des trucs genre Miles Christie ou des trucs comme ça. Et du coup, j'ai tendance à me dire, quand je vois ces conseils-là, finalement, c'est plutôt sois un bon animateur. Je m'explique, juste un exemple tout bête, le bon vieux truc qu'on voit souvent en table de jeu de rôle, je pense que vous l'avez déjà vu, les joueurs qui te font des petits papiers, qui te les envoient discretos. Je sais pas si vous voyez cet exemple. Ouais, et papier coup de pute. Papier coup de pute et compagnie. Texto coup de pute, on appelle ça aussi. SMS coup de alors pute. je sais pas si c'est du hors-jeu quelque part. Enfin, vous me direz où vous situez ce genre de technique. Mais on appelle ça des techniques parfois dans la cellule. Moi j'aurais tendance à dire ce fameux exemple. J'ai beaucoup rigolé notamment soit en tant que joueur, soit en tant que maître de jeu, en envoyer marqué. Je vais dire en tant que joueur. J'envoie un papier, je vois tous les joueurs balancer des papiers, machin, ça a l'air de faire des coups de pute dans tous les sens. Et j'envoie tout simplement un papier dans lequel c'est noté maître de jeu ait l'air surpris et dis-moi, t'es sûr de ton coup? Du coup, je lui envoie le maître de jeu, d'un coup joue le truc quoi. T'es sûr de ton coup, chef là? Et là, du coup, t'as la gueule des joueurs tout autour. Donc je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Non, pas du tout. Non, moi non plus, j'ai du mal à comprendre ton exemple, surtout. C'est que, en fait, il y a des techniques de meneur de jeu qui ne sont pas dans les bases, et que du coup, c'est ça, l'animation, c'est les choses. L'animation, quand on disait triche derrière le paravent, faut pas la prendre comme triche derrière le paravent. C'est plutôt anime la chose. Vraiment, en fait, à l'époque, ce qu'il faut voir, c'est que cette posture de dire triche derrière le paravent, c'est que le MJ n'est plus maître de jeu, le MJ est compteur. Le MJ, son objectif, c'est de venir avec un scénario bien ficelé,
de faire vivre un petit toboggan aux joueurs et à la fin tout se passe bien. Donc il faut que les éléments de surprise soient là, il faut que le boss de fin meure sûr de ça. Par rapport, je disais ça aussi par rapport à ce que tu disais, il y avait pas de bons et de mauvais MJ, il y a des bons et des mauvais jeux. À partir du moment où le MJ a une autorité supérieure à celui du jeu, tu t'en fous que le jeu soit bon ou mauvais. Si tu définis un cahier des charges du MJ au tout début et que le MJ peut dire moi j'en ai rien à foutre. Je t'ai parfaitement compris, Vincent. Ouais. Je t'ai parfaitement compris. Bon bah voilà. Donc, je me suis répété. C'est-à-dire en fait, c'est juste. Non, mais je pense que tu étais beaucoup plus clair sur cette deuxième formulation. Effectivement, on comprend bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, on entend encore un portable qui fait des bip bip. Hein. C'est le micro, je pense, qui doit être trop près des téléphones. Je vois, c'est-à-dire oui, effectivement. Jérôme, tu voulais réagir Ouais, par rapport à la citation de Gigax. De Gigax ou Gigax, enfin je sais pas comment on dit. Sur le bruit derrière le paravent. Enfin, moi, il me semble, alors je sais pas, faudrait vérifier les sources, mais qu'il avait aussi cité ça dans le fait de pouvoir produire du suspense. Exactement. Notamment dans des jeux dans lesquels il y a des jets de perception pour savoir l'animation dont parlait pièges. Jeff tout à l'heure. En fait, si tu lances, si dès que tes joueurs rentrent dans une pièce, tu lances les dés derrière le paravent, ils ne sauront plus. Parce que si toi, tu leur fais lancer que quand il y a des pièges, ils vont le savoir. Exactement. Ou pour des monstres, ce genre de choses. Les dés peuvent aussi servir à faire du bruit derrière le paravent. C'est ça que ça, à mon avis, ça voulait dire aussi, ça sert à créer du suspense pour les joueurs, en fait. Effectivement. Et donc, là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Jeff, à propos de l'animation. C'est-à-dire qu'en l'animation, c'est vrai que, bon, j'ai fait un peu d'angélisme en disant, faut le prendre comme ça. C'est surtout, je me rappelle d'un article de John Wick. Le papa d'L5R notamment, de 7C, ce genre de jeu, qui est assez prolixe aussi en matière d'articles. Et alors je me rappelle plus du titre de l'article, où effectivement c'était ce sens-là, c'est-à-dire faites du bruit derrière le paravent pour faire de l'animation, utiliser des petits papiers à la con, ce genre de choses. Et quand je veux dire, là, au niveau de la tricherie finalement, c'est effectivement stupide, je rejoins Vincent, de faire de la tricherie pure et dure. C'est-à-dire, j'ai fait 16 sur mon dé et je vais dire aux autres, non, j'ai fait 1, histoire de contrebalancer un effet du jeu. Ça, je pense qu'il faut vraiment l'éviter. C'est quelque chose qu'il faut arrêter même, je dirais clairement. Même de conseiller dans des bouquins. Ouais. D'essayer d'être quand même plutôt neutre. Mais par contre, n'hésitez pas à mettre de l'ambiance en faisant du bruit derrière le paravent. J'espère que j'ai été clair. L'article de John Wick dont tu parles, il me semble qu'il y a quelque chose de très proche dans le dernier JDR Mag à propos de la question du MJ. Juste avant vos deux articles, il me semble qu'il y a quelque chose traduit de lui aussi. D'accord. Ouais. Alors je l'ai que feuilleté, mais il me semble. Il parle du MJ comme chaman ou quelque chose comme ça, qui est là pour mystifier un peu, mais dans le sens, c'est l'animation. Il parle de l'animation, de l'aspect conteur, de l'aspect grand-père qui anime, qui fait passer une bonne soirée aux gens autour. Mais ça s'éloigne pas de ce que tu disais. Hein, après tout, pour que ce soit encore plus efficace, finalement, le côté toboggan, grand 8. Voilà quoi, ça optimise les émotions des participants quoi. Maxime. Ouais, mais ça c'est dans une définition où le MJ n'est là en fait que pour te raconter un truc, donc il n'y aurait pas vraiment besoin qu'on ait des fiches de perso sous le nez quoi. Je veux dire. Non, c'est juste un voile de plus, un tour de plus, tu vois, comme le truc du magicien pour l'illusionnisme. Ouais, parce qu'en fait, moi, ça me rappelle, quand je vous entends dire ça, ça me rappelle l'époque où j'étais MJ de Dark Heresy, pour pas changer d'exemple, et où au bout d'un moment, quand au début je leur faisais faire les jeux de perception, même les joueurs, je pense que ça m'est arrivé dans mon expérience comme à tout MJ, parce que vous êtes tous MJ, je pense à peu près ici, même depuis plus longtemps que moi, qu'au bout d'un moment, tu te dis, je vais juste garder les jets de perception sur ma feuille, et c'est moi qui ferai les jets pour mes personnages. Donc déjà, tu prends autorité sur eux quand tu commences à jouer à lancer les dés à leur place. Je sais pas, moi je me suis mis à faire ça et les joueurs préféraient. Parce qu'ils savaient pas quand est-ce qu'ils avaient vu quelque chose et quand est-ce qu'ils avaient pas vu quelque chose. Et puis au bout d'un moment, plus ça avance, plus tu prends ça. Et puis à la fin, j'avais les feuilles des persos. Et il y a eu un moment, et je m'en rends compte a posteriori, en fait, il y a un moment où tu te retrouves à presque jouer à leur place, quoi. Et faire donc. Hurlement ton jeu ou quoi? C'était Dark Heresy, mais fait pour que je sais pas, avec des techniques que je mettais au fur et à mesure et que même les joueurs me proposaient en disant tu pourrais plutôt faire ça, pour qu'on sache pas ce qui se passe et qu'il y ait un peu de suspense. Mais à la fin, c'est vrai qu'à la fin, t'es juste là pour raconter une histoire, quoi. C'est un peu bizarre. Après, il faut voir aussi qu'il y a des joueurs. Excuse-moi, Jeff, tu voulais dire? J'allais partir un tout petit peu plus loin parce que alors là, je parle peut-être passer la parole à Adrien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des joueurs qui viennent faire du jeu de rôle pour qu'on leur raconte une belle histoire. Oui, tout à fait. Et il y a des joueurs à qui jouer à un jeu avec de l'autorité partagée où ils ont un contrôle de la narration, ça les dérange beaucoup. Et je les comprends, hein, c'est aussi une position du jeu de rôle qui peut exister. Il y a un entre les deux aussi quand même. Non mais bien sûr, il y a un entre les deux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que
que tu comprends quand tu les as bercés d'illusionnisme, etc. Il y a des joueurs qui viennent pour triper sur une belle histoire. Je sais que moi, il y a des parties que je vais jouer avec des potes parce que je sais que ils vont nous faire une histoire complètement chiadée. On n'aura pas beaucoup de contrôle sur la narration, mais tu vas en mode conte. Alors après, c'est plus vraiment du jeu de rôle, mais si c'est quelque chose qu'on connaît, soit parce que c'est défini dans le jeu, soit parce que c'est défini par le MJ, soit parce que encore une fois, voilà, c'est cahier des charges. Ouais, bien sûr. C'est ça. Jeff. Vu qu'on parlait d'artifice, un peu de technique de maître de jeu et autres, je suis en train de me poser la question si finalement la distinction qu'on peut faire entre maître de jeu et enfin bon et mauvais maître de jeu, enfin ce genre de choses, finalement c'est pas une différenciation au niveau de l'expérience. En gros, y a des maîtres de jeu expérimentés d'un jeu donné. Ah, cette fameuse question du jeu de jeu expérimenté. Je pose une question, je prétends pas avoir une réponse par contre. Je vais pouvoir me fâcher dans ce podcast. Hein. Non mais Rome, t'énerve pas, je prétends pas, je balance la question moi tout simplement. Est-ce que ce serait peut-être pas là le fait de dire ça fait longtemps que je suis sur tel jeu, par exemple, on peut me considérer comme un maître de jeu expérimenté ou ce genre de choses. Je prétends pas avoir une réponse. Là encore une fois, c'est une question de cahier des charges. Si tu attends d'un meneur de jeu qu'il connaisse le moindre arcane d'un jeu, qu'il en connaisse les pages par cœur, etc. Oui, on peut dire qu'un jeu est expérimenté. Encore une fois, dire maître de jeu expérimenté ou pas expérimenté, c'est pareil que bon ou mauvais au final. Expérimenté à quoi faire? C'est ça. C'est plus je crois que j'ai entendu ça sur la cellule, c'est le terme de routine si tu veux. Oui. C'est-à-dire que en tant que maître de jeu en jeu, allez, je passe de L5R, après je vais faire du vampire, après je fais un jeu un peu plus indé, enfin, je passe sur du sens, je sais pas quoi. Et en règle générale, peut-être que tu te crées une expérience et effectivement ces fameuses routines, si c'est bien le terme, ces petites techniques, genre le papier que j'étais en train de dire par exemple. Et du coup, est-ce que c'est pas là quelle est l'expérience? Et éventuellement, ça peut être toujours bon d'avoir ça quand tu apprends un nouveau jeu. Vivien ? Est-ce que du coup, en fait, ce MJ expérimenté qui développe des routines, je sais pas sur quel jeu tu vois au départ, est-ce que finalement il va pas faire jouer toujours au même jeu, même en changeant de jeu? C'est-à-dire celui qui fait passer les petits papiers à vampire, à machin, est-ce qu'on va pas toujours jouer finalement? Ouais, parce que c'est exactement ce que je suis en train de me dire, c'est que dans mon expérience de rôliste tradi. J'espère pas dire des mots qui choqueront. Donc j'ai joué à Warhammer Battle, Dark Heresy, Vampire, Shadowrun, le Trône de Fer, une version qu'on a créée d'un autre jeu. Et en fait, à chaque fois, ce qui m'a énervé, ce qui m'a tourné vers les jeux indépendants et qui fait que je suis tombé en admiration devant, c'est en fait j'ai l'impression de jouer tout le temps les mêmes scénars. C'est vu que c'est tout le temps les mêmes. Il y a juste l'univers qui change et au final ce qui change c'est la façon dont les joueurs vont l'interpréter, mais en fait tu crées tout le temps t'as tes routines et tu crées tout le temps les mêmes scénars parce que vu que c'est tout le temps le même système les mêmes scénars ou les mêmes parties non les mêmes je sais faut que je réfléchisse plus qu'une seconde c'est le même type de partie on va dire contrairement à dès qu'on m'a présenté Monostatos où là ça m'a fait exploser le cerveau quoi. Après j'aimerais penser moi personnellement que ces histoires de routine c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire vu que ce fameux MJ expérimenté a ses routines, il va les utiliser à tire-larigot. Je pense que ça vient de la personne plus que du jeu en fait. Non, ce que j'espère dans le meilleur des mondes, c'est qu'effectivement ce maître de jeu expérimenté avec ses routines, du fait qu'il ait découvert créer des routines par rapport à ce qu'il a maîtrisé, est-ce que ça va pas lui provoquer l'idée de créer de nouvelles routines, voire même de créer un jeu en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a tellement de routines sur un jeu qu'il se dit mais en fait je joue plus au même jeu. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où j'ai tellement amélioré Cthulhu à l'aide de mes routines que ça devient Milvaux, par exemple. J'ai tellement voilà. Tu voulais dire ça Exactement. C'est notre expérience à la plupart d'entre nous, je pense. Moi je m'y reconnais beaucoup. C'est au début, je jouais à Prophétie, les règles de duel étaient trop chiantes, donc je les ai virées. Il y avait plus de combat parce que c'était chiant. Tu vois, vous voyez. J'en viens à des scénarios où j'enlève complètement les dés puis au final je tombe sur sens. Et tu vois, Adrien, j'en viens à me demander si la raison pour laquelle les rôlistes
sont extrêmement attachés aux jeux traditionnels que nous on a tendance à appeler dysfonctionnels, c'est que ça leur laisse exactement être auteur, et c'est ça qu'ils aiment au final. Quand tu dis qu'il n'y a pas de bon et de MJ, quand tu dis qu'il n'y a pas de bon et de mauvais MJ, si ça blesse ces gens-là, c'est parce que tu nies leur capacité à être bon MJ, c'est-à-dire à être bon combleur de failles de jeu. Exactement, à être bon auteur. Et donc moi j'ai envie de dire à ceux qui se considèrent comme des bons MJ d'un jeu ou d'un autre, d'écrire le leur et de préciser l'ensemble des routines qui leur permettent de jouer à ce jeu de façon fonctionnelle dans un jeu et de devenir eux-mêmes auteurs au lieu de continuer à dire je joue à Cthulhu alors qu'en fait vous ne jouez plus à Cthulhu mais à votre propre jeu. Ou alors si vous n'avez pas l'ambition de faire tout un jeu, vous avez peur de ça, vous pouvez, il s'agit de dire c'est mon Cthulhu. C'est mon Cthulhu, ouais, voilà, c'est ça. Ma version de vision des choses, mon cocktail. Ma vision de. Et après, c'est vrai que ce qui est indispensable, par contre, c'est de bien définir le cadre. C'est-à-dire que moi, j'ai un pote qui fait beaucoup jouer d'INS. Avec lui, il faut savoir, voilà, il le dit assez régulièrement, même pas systématiquement. C'est mon jeu dans l'univers de Lovecraft. Il dit, par exemple, les compétences enquête, les compétences machin, les détections du bien, détections du mal, je le joue pas. Je trouve que ça a aucun intérêt. Voilà, et ça, si c'est dit, si c'est précisé en amont, on va jouer un jeu dont le cadre est mieux défini, dont on sait à quoi on va jouer, on sait pourquoi, il nous l'explique, et ça tourne peut-être mieux que du vrai INS, ou en tout cas, c'est assumé, donc c'est clair. Vincent. Donc, du coup, j'ai l'impression que le débat a un peu évolué. Le bon MJ, c'est celui qui va suivre ce que dit le jeu, c'est-à-dire le jeu va définir ce que doit être le MJ, et le bon MJ, c'est celui qui va suivre ça, ou c'est celui qui va changer le jeu pour le transformer et le faire à sa sauce. En fait, c'est les deux. Ouais, c'est intéressant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu des deux. Il y a, dans un sens, le sens de respect des cahiers des charges. Le bon MJ, c'est celui qui respecte le cahier des charges. Ça, c'est le premier type. Et dans fixé par le jeu ou par le groupe. Tout à fait. Mais dans un autre cas, le bon créateur, c'est celui qui fixe lui-même le cahier des charges. Et tu sais, le MJ qui dépassait le jeu tout à l'heure, dont tu nous parlais, Vincent. Eh bien, lui, en fait, il en est au niveau où c'est lui qui fait le cahier des charges. Et donc, il n'est plus bon MJ, en fait. Il est bon auteur. Il n'est plus dans la position du maître. Donc là, on ne parlerait plus de bon MJ pour celui-là. Il faudrait parler de bon auteur, de bonne version de Cthulhu. Là, par exemple, dire Vincent le live chef a une super version de Cthulhu à nous faire jouer et nous dire voilà avec mes routines et tout. Par exemple, ou dans l'univers de Cthulhu si tu préfères. Oui. Voilà. Jeff. Mais tu vois, il y a deux niveaux. Il y a celui qui est sous le jeu et qui respecte bien ce que le jeu lui dicte, et il y a celui qui est au-dessus du jeu et qui crée un nouveau cadre pour celui-ci. Jeff, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais pas de souci. Moi, toujours, j'ai envie de continuer, moi, plutôt sur ce côté, l'expérience ou pas. C'est, j'ai envie de dire aussi quelque part, c'est ce que je disais, je crois, sur le podcast de la crédibilité, quand je disais par rapport aux joueurs, apprenez à vous connaître un petit peu, ce que vous savez, quels sont vos points forts, vos points faibles. Et je pense, je suis désolé, c'est une super porte ouverte, hein, je vais l'emprunter, mais effectivement, en tant que maître de jeu, faut aussi arriver à analyser aussi ses points forts, ses points faibles, et l'expérience. Je pense que y a quand même quelque chose. Alors là pour le coup c'est vraiment dans le jeu de rôle traditionnel. Je sais pas moi véritablement dans le jeu d'Iforgien, dans les jeux d'Iforgiens ou dans les genre de choses, les anarchistes indépendants et autres. Les jeux d'Iforgien c'est après les mercredis tradis. Là c'est là vraiment Maxime. Je vais aller me pendre. Ou je vais aller te pendre au choix. Alors. Bref. Ne te laisse pas interrompre par Maxime. Non, pas de souci. Donc, dans le jeu de rôle traditionnel, ce qui se passe, c'est qu'il y a des passages forcés, je pense, en tant que passage forcé pour le MJ. Je m'explique. Il y a toujours un moment où, parce qu'il n'y a plus de scénario il a utilisé tous les scénarios du commerce concernant son jeu, ou parce que tout simplement, il aime écrire des scénarios, il va être confronté à l'écriture de scénarios. Tout à fait. Il va être confronté à tout simplement l'animation, je dirais aussi à la table. C'est-à-dire qu'il a un univers, il a une couleur à faire voir. Et faut qu'il y arrive quand même à donner cet engouement. Et je pense que par exemple le contrat, ce qu'on a dit aussi, le contrat, effectivement, le cahier des charges, voilà, essentiel, qu'on n'a pas du tout dit ici, mais c'est que parmi la définition même que l'on donne du jeu de rôle traditionnel, il y a le scénario en fait partie. C'est-à-dire que quand tu as épuisé l'intégralité des scénarios de Sens Renaissance, si tu suis ensuite si tu arrêtes de jouer à Sens Renaissance et tu joues à autre chose. Une fois que tu as épuisé l'ensemble des épreuves de Sens Renaissance et que tu fais la suite, si j'ose dire, sans avoir une base de sens pour te dire comment faire, tu es en dehors du jeu.
tu ne joues plus à ce moment-là, tu dis bah voilà, là c'est la suite Sens Renaissance 2 version de Jeff. On est à fond à 200% dans ce que disait. Surtout qu'en plus, enfin, juste pour terminer là-dessus, c'est vrai que le scénario fait partie du jeu, c'est ça que je veux dire. Bah, tout à fait. Mais l'erreur qu'on a faite, par exemple, sur le podcast sur Sombre, Jeff, qui a été diffusé il y a quelques temps, c'est qu'on a joué avec un scénario de Maléfice et qu'au final, on n'a pas testé Sombre parce qu'on n'a pas testé un scénario de la base. Et ça, c'est super important de comprendre que dans le jeu de rôle classique, le scénario, c'est 70% du jeu, voire 75% du jeu, si je veux parler en termes de pourcentage. Et c'est pour ça que dans le podcast sur Sombre, j'ai dit que le scénario était bien écrit, le scénario de Johan. Mais ça, les gens ne l'ont pas entendu. Si on avait testé le jeu, si on avait testé ce scénar-là, si ça se trouve, on aurait dit que Sombre, c'était un jeu génial. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est trompé de jeu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est une erreur classique pour le jeu de rôle classique, de ne pas prendre le scénario comme faisant partie du système. J'aurais tendance à te dire, pour terminer ce passage forcé de l'écriture du scénario, quand on est maître de jeu, je pense que... Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est parce que justement, les jeux sont pas finis que le maître de jeu est, par ce passage obligé d'écrire le scénario. Si les jeux classiques étaient bien faits, les scénarios le seraient également, le bac à sable serait bien foutu, et tu n'aurais rien à foutre. Je jouais récemment à l'œil noir. Je veux dire, c'est un jeu vraiment, c'est le pithécanthrope du jeu de rôle, quoi. Je veux dire, on est en 1884, ou même HeroQuest. Les donjons sont fixés, t'as des donjons fixes. Tu joues dedans, t'as pas besoin de te faire chier, c'est pas un passage obligé. D'accord, laisse tomber le côté écrire son scénario, parce que c'est pas le truc que je veux dire, c'est grosso modo, tu prends un scénario du commerce, une campagne, peu importe, et tu auras toujours ce bon vieux truc alors, j'ai un point A, je dois les amener à un point B et un point C, ainsi de suite. Donc, du début jusqu'à la fin. Et là, c'est souvent le débat en tant que maître de jeu. Je parle de mon expérience, t'es en train de lire le truc, tu dis ok, point de départ, bon bah de toute façon c'est le départ, faut y aller, et comment je vais les emmener sur le reste. C'est surtout ça, je pense que, je sais pas pour vous autres qui sont... Là on arrive sur le truc impossible avant le petit-déj en fait. C'est effectivement quand t'es là, je pense que on n'est pas tous égaux malheureusement. Mais ça c'est un autre débat sur le bon et le mauvais scénario. J'ai envie de dire, c'est ça le problème en fait. Justement, alors... Désolé, là, peut-être que l'expérience qui compense le mauvais. Bah voilà, c'est ça. Est-ce que ce serait pas là qu'il y a un axe? C'est ça que j'aimerais bien pointer du doigt. C'est est-ce que le fait qu'on peut dire MJ expérimenté contrebalance la chose, enfin. Moi je crois pas. Est-ce que c'est là? Enfin bon, Jérôme, tu voulais répondre à cette question peut-être? En fait, moi je trouve que c'est peut-être un peu fort de dire que plus qu'un bon MJ, c'est un bon auteur. Parce que ça revient toujours sur cette position centrale du MJ sur qui tout repose. Alors que, moi, mon point depuis le début de la discussion. Mais ça, c'est la position de Vincent. C'est le cas où le MJ est au-dessus des règles. D'accord. En dehors du cadre des règles, le truc. Et là, oui. Dans ce cas-là, oui, c'est sur le MJ que tout repose. Mais si le MJ est sous les règles, au sens où il respecte le cahier des charges fixé par des règles, quand le jeu est dysfonctionnel, c'est l'auteur qu'on peut accuser d'avoir fauté entre guillemets ou que le jeu est pas très bien foutu. Oui, mais au final, Jérôme parle des joueurs aussi. Oui, non voilà. Moi, je parle des joueurs parce que le bon MJ, il produit de bonnes parties. Il ne produit pas de bons scénars. Le bon MJ, il est là pour jouer. Oui. Mais encore une fois, le bon MJ ne le fait pas seul. Il le fait avec ses joueurs. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et vraiment, du coup, moi, ça me fait dire que le bon MJ, plus qu'un bon auteur ou que sais-je, c'est simplement un bon joueur. Et du coup, ça me fait rejoindre Vivien, comme quoi le bon MJ, il est mort. Putain, vache. Ça fait une belle conclusion à ce podcast parce que je suis tellement... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai envie de dire oui à ça. Mais, encore une fois, il y a aussi le meneur dont parlait tout à l'heure Vincent. C'est-à-dire, là, tu parles du meneur qui est soumis aux règles et donc qui n'est qu'un joueur parmi les autres. Non, parce que même s'il est au-dessus des règles, il va devoir bien... Il est auteur. Ah oui, à ce moment-là, il est auteur, il n'est plus meneur. Donc, dans tous les cas, il meurt. Il est quand même bon joueur de son jeu. Oui, il est au moins bon joueur de son jeu. Ouais. S'il définit les règles, a priori, il est aussi bon joueur de son propre jeu. C'est ça. Donc en fait, il est bon dans tous les cas. Bah, tant qu'il respecte le cahier des charges. Mais soit il respecte le cahier des charges qu'il s'est fixé avec les autres, soit celui qui s'est fixé lui-même. Dans l'absolu, il respecte forcément un cahier des charges. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'à mon avis, cahier des charges il peut être explicite mauvais. ou implicite. Alors là, il peut être mauvais. Si le cahier des charges n'est pas exprimé. Non, s'il ne respecte pas le cahier des charges. Imagine par exemple, t'as un joueur. Parce que en tant que mauvais MJ, je définis mon cadre au-delà du jeu. Je respecte toujours mon cadre parce que c'est mon cadre, donc je le respecte forcément.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Mais pour moi, par exemple, on peut faire une partie de Cthulhu où moi, dans ma tête, je définis un cadre qui toutes les 5 minutes change. Toutes les 5 minutes, je change les règles que je vous fais appliquer. La partie est pourrie. Oui, mais moi, ça n'implique pas la partie mauvaise en soi. Putain, je me défie. Alors, non, mais là, c'est parce qu'on tient pas compte des joueurs, du coup. Voilà, c'est que si tu tiens compte des joueurs, on essaye de tirer le truc par l'absurde, en fait. Oui, mais pour moi, il y a un truc qui est clair, c'est que si tu dis je joue à Agone, par exemple, tu respectes le cahier des charges de Agone. Et à partir du moment où tu dis on a tous joué à Agone ce soir, alors qu'en fait t'as pas respecté ce cahier des charges. Et c'est quoi le cahier des charges d'Agone? Mais justement. Voilà, mais elle est là la question parce que là, je pense qu'on a beaucoup parlé de Cthulhu et Cthulhu, le cahier des charges, il est carrément plus clair que celui d'Agone. Oui, peut-être. Là, je m'insurge un peu. Certainement. Parce que c'est un des travers justement que Jenny dénonçait des théories forgiennes dans ce qu'elle disait sur le savoir-être ensemble, etc. Jérôme. C'est que on en revient à une théorie qui est centrée sur les auteurs. Au mieux, peut-être un peu une interaction sociale avec le GNS, mais dans l'ensemble, on est centré sur la proposition des auteurs. Non. Pourtant, ce qui est central, ce sont les parties. On est d'accord? Oui, absolument. Et si les parties sont centrales, le mec peut très bien m'écrire le meilleur scénario du monde pour un jeu dysfonctionnel, pourri total. Oui, mais s'il est incapable de le faire jouer correctement avec des joueurs parce que le mec c'est un con fini. Mais ce que dit Eugénie est faux en fait, parce que c'est pas vrai que les forgiens ils se reposent entièrement uniquement sur l'auteur. Non, mais c'est une critique qu'on peut faire. Ils se reposent également sur le fait que les gens ils lisent les règles avec un certain principe de charité et en ayant bien envie de les respecter. C'est-à-dire que il y a un échange entre l'auteur et évidemment le fait que les joueurs, et ça on en parle énormément avec Fabien, de la bienveillance des gens à l'égard des règles. Et tu veux dire que dans l'idéal, dans les jeux forgiens, les joueurs aussi devraient avoir lu le livre de règles? Ah bah la plupart du temps, c'est presque. C'est ce que j'ai l'impression parce que c'est presque conseillé, c'est-à-dire que l'animateur doit transmettre les règles le plus fidèlement possible aux joueurs. Adrien. C'est ce que je voulais dire, c'est ça. C'est l'animateur doit transmettre les règles, mais effectivement, comme le dit Vincent, c'est le cas dans n'importe quel jeu. Faut que le MJ, faut que tout le monde joue avec les mêmes règles. Donc elles doivent être bien transmises. S'il y en a qu'une personne qui les a lues, ou tout le monde doit les avoir lues. Jérôme. Mais pour revenir à cette histoire de la dictature de l'auteur, parce que en fait là c'est ça que tu disais un peu en filigrane, plus que la forge, que toi là tout de suite à l'instant tu disais, c'est le bon MJ est un bon cadreur, quelqu'un qui va bien respecter le cahier des charges de chacun autour de la table, mais qui va en plus respecter le matériau de base. Alors que ce qui a fait la bonne partie, des fois, c'est simplement le premier truc. J'ai fait des parties de donjons où on a joué des trucs, à mon avis, mes joueurs ont adoré, on a tous trouvé que c'était formidable, on m'a fait plein de compliments, mais à mon avis, je fais jouer ça à des fans de donjons, je vais me faire jeter, hein, et très vite. Ouais, d'accord, ok. Donc, mais est-ce que tu dirais que j'ai fait une bonne partie de Donjons et Dragons ? Du coup, non. Ah, bon, si on voulait être précis, effectivement, on dirait qu'on a fait une bonne partie de notre Donjons et Dragons. C'est pas si on veut être précis ou pas, en fait. C'est juste que du coup, si on veut être honnête, voilà, c'est ça. Moi, pour moi, quelqu'un, c'est non, Maxime, ça. Qui peut dire j'ai fait une bonne partie de Donjons et Dragons dans ton exemple ? Mais c'est très simple. Celui qui lit les règles, qui lit les règles et qui les respecte. Quand on fait faire une bonne, c'est-à-dire. Donc le MJ qui a écrit un scénar, il joue plus au jeu parce que même. Non mais imagine par exemple que tu prends un jeu, tu lis les règles, tu les respectes, les gens autour sont satisfaits, c'est une bonne partie. Point barre. Il y a pas autre chose. Je peux te donner le contre-exemple de Vampire où en fait quand tu fais n'importe quoi, tu suis les règles. Oui, mais justement. Oui, mais est-ce que les gens sont contents ? La question c'est ça, c'est qu'il faut les deux. Il n'y a pas uniquement le respect des règles qui crée la bonne partie. Il y a aussi le fait que les gens jugent que c'était bon à la fin. C'est-à-dire que vous êtes en train de nier. C'est pas parce que. Alors, vous êtes en train de voir comme si je disais une chose en deux. Je dis deux choses. Un, il faut que la personne qui suive le cahier des charges soit bienveillant à l'égard des règles, qui transmette les règles telles qu'elles sont écrites et avec bienveillance. C'est-à-dire pas le Wishmaster qui lit les règles de travers exprès pour faire bugger le jeu. Premier point. Et deuxième point, il faut qu'une fois que ces règles soient bien respectées, les joueurs autour de la table les aient appréciées. Et ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, une chose est de faire des bonnes parties au sens des parties adéquates à ce que l'auteur attend de son jeu. Une autre est que ces parties adéquates à ce que l'auteur attend de son jeu plaisent aux joueurs autour de la table. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, dans ce cas, je me fais Et là, c'est subjectif. Chaque joueur juge à l'aune de ses propres attentes si le jeu était bon ou pas. Mais... Je me fais l'avocat du diable sur ce coup-là. Dans ces idées que
tu voudrais, on va dire que qu'il soit appliqué la charité et compagnie, ce genre de choses. C'est pas la charité, mais ne pas jouer au Wishmaster. Vous connaissez ce film, le Wishmaster? Oui, tout à fait. Voilà, on fait un vœu, le mec il prend systématiquement de travers. Je suis désolé, mais toutes les lois, toutes les règles, toutes les bases de jeu de rôle peuvent être prises de travers. Jeff. Non, ce que je veux dire par là, donc, c'est qu'est-ce qui va différencier dans ce cadre-là. Donc, respect du cahier des charges, que ce soit aussi bien le maître de jeu, les joueurs. Qu'est-ce qui va différencier d'une partie maîtrisée par toi et d'une partie maîtrisée par moi? Est-ce que entre guillemets, il faut on va dire, je vais prendre un exemple culinaire. Tu fais un plat, je fais un plat, c'est le même plat. On respecte la même recette. Tous les deux, on fait un hachis parmentier, tiens. Oui. C'est avec les mêmes ingrédients, la même chose. Oui. Et est-ce que pour toi les plats seront réussis si on les distingue pas ou si au contraire on les distingue? C'est ça que j'essaie de savoir. Pour moi, c'est clair et net. Les plats seront réussis en adéquation, en tout cas, avec la recette. D'accord? En adéquation avec la recette, si on ne les distingue pas. Si on a respecté la recette au millimètre près. D'accord? Mais comme, encore une fois, on parle de jeu de rôle. On ne parle pas d'une recette qu'on peut respecter au millimètre près. On est bien d'accord. Donc, il y a un delta, tu vois, c'est énorme. Il y a une amplitude énorme. On peut comprendre de travers, etc. Ça, c'est très important. C'est d'où la bienveillance. Est-ce que le but est d'uniformiser les choses ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est réussi de dire, Romaric a maîtrisé Sens et Jeff a maîtrisé Sens et du coup, je sais pas comment dire ça, je suis vraiment désolé. Pardon, excuse-moi. Maxime, est-ce qu'il y a véritablement, est-ce qu'il faut qu'on sente qu'il y a un MJ différent ou pas quand on va parler des rapports? Il n'y a pas une volonté d'uniformiser, mais il y a une volonté de structure commune. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a tous le même squelette qu'on a la même chair et les mêmes muscles autour et que tout est pareil forcément. Je peux juste dire un truc. J'ai l'impression qu'en fait, ce que tu dis, c'est que bon MJ, oui, Romaric, ce que Romaric dit. Enfin, tu me dis si je me trompe. Hein, c'est que un bon MJ, un bon MJ dans l'absolu, ce serait quelqu'un qui transmet bien les règles, fait d'abord une ou deux parties en respectant clairement les règles d'un jeu. En voulant les respecter, qui ensuite, charité. Voilà, principe de charité, débrief avec ses joueurs, dit qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, est-ce que ce jeu vous paraît adapté à ce que vous avez envie de jouer? Non. Ça y est, là, dans mon cadre, il est déjà un bon MJ en fait. Ça y est. C'est-à-dire que là, point. C'est-à-dire le mec, il veut bien respecter des règles, il les applique. Il donne aux gens la partie. Et moi, quand les joueurs, si la partie t'a pas plu, Adrien, moi j'ai fait ça. Hein. J'ai voulu respecter les règles d'Agone, je les ai fait telles quelles. Adrien, ça lui a pas plu. Mettons, c'est un exemple, là, ça s'est pas passé en vrai parce qu'on a l'impression que ça s'est passé en vrai quand je le dis. Ça lui a pas plu. J'ai été un bon MJ, mais le jeu ne plaisait pas à Adrien. Et Adrien va pas dire le jeu était mauvais en soi parce que Jeff lui, il a adoré le jeu. Donc tu vois, mais c'est ça. Ça peut dépendre du scénar, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est que pour un scénar, il a pas aimé, alors qu'il t'aurait fait jouer un autre scénar, peut-être qu'il aurait adoré selon l'orientation du scénar. Oui, c'est possible, mais c'est pas ma faute. Non, c'est pas ta faute, mais je dis que dans l'absolu, en tant que MJ. C'est pour ça. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc que disait Jeff avant. Juger les jeux, pas les gens. Quand il parlait de la même partie faite jouer par Romaric ou par Jeff, quelle est la différence? Toi, tu parlais de est-ce qu'on veut tendre vers l'uniformité, c'est ça ou pas? Ouais. Moi, ce que je te dis, c'est que non, dans le sens où tu vas faire jouer ta partie, toi tu vas jouer les accents des personnages différemment, Romaric qui va peut-être mettre une ambiance un peu différente de la musique, que sais-je. Dans un jeu, tout n'est pas défini, donc il y a toujours des espaces de créativité du MJ, ses techniques, ses machins. Et donc peut-être que tes techniques exactement comme vont dans pas la me recette. plaire, peut-être que celles de Romaric vont me plaire. Et donc moi je préférerais jouer au jeu avec Romaric ou avec toi, mais il n'y a pas de quelque chose qui va faire que tu es un meilleur ou un mauvais MJ, dans le sens où peut-être que à côté, je sais pas, Vivien il va préférer jouer avec toi. C'est génial. Et ça, c'est de l'affinité personnelle avec des techniques, avec du ressenti. Mais ça rejoint. Est-ce que s'il y a que ça, est-ce que c'est que de l'affinité personnelle? Est-ce que, imaginons un MJ qui est tout atone, un peu tout mou, même s'il essaye de faire de son mieux, machin. Est-ce que on peut dire oui, bon, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a peut-être qui aiment les gens atones. J'ai un super exemple, Vivien. Ok, cool. Balance. Jérôme, d'abord, tu avais quelque chose à dire. Écouter ton exemple, peut-être. On avait une conversation avant de commencer ce podcast avec Maxime sur le Val. On se demandait qui est pour nous le meilleur joueur de Val de France. Puis on les connaît tous. Ils sont pas si nombreux que ça. On les connaît quasiment tous. Et donc on était en train de se demander qui était le meilleur. Et en fait, on en est arrivé à cette conclusion que, en fait, il n'y a pas de meilleur joueur de Val. Parce qu'en fait, ça dépend de ce que tu attends de ton partenaire.
Non mais s'il te plaît, arrête de troller le Val, Adrien. Écoute, ça dépend de ce que tu aimes dans le Val, de ce que tu attends d'une partie. Tu veux dire qu'un mec, par exemple, qui t'insulterait toutes les 2 minutes, par exemple, si les gens qui aiment bien les gens qui balancent des insultes, c'est un bon joueur de Val. Exactement. Pour autant, il respecte. Le relativisme, a ses limites, quoi, pour moi. Non mais pour autant, il a lu les règles, il a voulu les respecter. Il a lu les règles du Val, il a voulu les respecter. Les deux sont bons joueurs de Val au sens où ils respectent les cahiers des charges de Val. Pour autant, pour Maxime, on aura envie de lui mettre une droite et les autres, on les trouvera sympas. Toi, t'as envie de lui mettre une droite. Oui, mais toi, t'as envie de lui mettre une droite. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui apprécieront de jouer contre des joueurs agressifs. Ou des joueurs qui balancent la table. Il y a des gens pour qui un bon joueur de Val, c'est quelqu'un avec qui en même temps pendant la partie tu peux discuter parce que t'aimes bien les joueurs parlotes, quitte à jouer sur la psychologie en mode j'essaie de te. Et là on rentre aussi dans le bon joueur au sens, vous savez, le bon joueur, le mauvais joueur et le bon joueur. C'est celui qui est mauvais joueur, qui aime pas perdre de jeu et tout ça. Et là c'est encore un autre débat. Je vois ce que veut dire Vivien. Je pense qu'il y a des gens qui sont objectivement des mauvais MJ. C'est-à-dire une fois que tu as posé le cahier des charges et que tu dis voilà le MJ par exemple doit être l'animateur. Le MJ doit connaître les règles. Si le MJ ne connaît pas les règles ou ne sait pas animer et que c'est dans le cahier des charges, il est objectivement mauvais. Non, il est du point de vue du cahier des charges. Tu veux dire que l'animation fait partie du cahier des charges? Admettons, le jeu te dit le MJ est animateur. Avec tes joueurs, tu dis le MJ est animateur. Et t'es tout mou et tu connais pas les règles et tu vois, t'arrives pas à faire. Objectivement, tu peux être mauvais. T'as un exemple, Adrien? Dans un futur proche, les hamsters savent lire et parler. Sauf que ils mettent 1 heure pour prononcer une phrase. Oui. Le hamster te fait jouer une partie de jeu de rôle. Et donc la partie va durer 1 semaine. Oui. Est-ce que tu penses honnêtement qu'il y a une personne sur Terre? Oui, un autre hamster. Ça s'appelle un autre hamster. Ok. C'est-à-dire en fait, les gars, un autre hamster. La réponse, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, et pour autant, cet hamster sera peut-être un bon joueur, donc bon MJ de Agone au sens où on l'a défini. N'oubliez pas les définitions. Hein. La définition de celui qui respecte le cahier des charges. Si ton hamster très lent, il a lu le jeu et qui veut le faire jouer à ses potes, ok, ce sera un mauvais MJ pour des humains qui vont à une vitesse donnée, mais pour ses potes hamsters, ce sera obligatoirement le. Mais non, mais si, c'est vachement important. Non, mais si, l'exemple est très parlant en fait. Donc, on considère qu'un mauvais MJ est quelqu'un qui ne respecte pas le cahier des charges. En un sens, mais c'est pas uniquement, c'est pas. Il y a parce plein. que si on considère donc qu'il y a plein de bons joueurs du Val, du coup, quel est le cahier des charges du Val? De vouloir respecter les règles du Val, de jouer les règles du jeu. D'accord. Donc le bon joueur, c'est juste celui qui joue les règles. Mais ça, c'est qu'un aspect de notre débat, les gars. On traite un tiers du sujet quand on a dit ça. C'est-à-dire que dire uniquement le mauvais MJ ou le bon MJ, c'est celui qui respecte bien ou mal les règles. C'est qu'un aspect parce qu'après il y a aussi les MJ qui vous plaisent à vous, c'est-à-dire en tant que au niveau du timbre de voix, au niveau mais même physique. Je veux dire le fait que votre meneur de jeu ce soit un gros balèze comme Jeff, bah vous allez peut-être plutôt préférer jouer à des jeux où on joue des vigilants, des trucs un peu costauds avec Jeff. Alors, je suis désolé mais avec le Grumpf, j'ai pas envie de jouer à Clover quoi. Enfin, je veux dire à Hot Guys Making Out. Non, mais voilà, il y a des gens, et ça c'est encore autre chose. C'est un avis esthétique personnel à l'égard des personnes, et là on sort du cadre. Tu peux être objectivement un mauvais MJ quand même. Non, et non, ça c'est de la. Si, bien sûr. Bullshit. Moi, donne-moi un exemple. Moi, c'est pour ça que j'ai fait le coup du hamster. Je cherche un exemple. Admettons, tu dis, on pose tout ça. Le MJ doit respecter le cahier des charges, les règles, d'accord. Je te fais jouer une partie, j'arrive. Je ne connais pas très bien les règles et je passe 10-15 minutes à les chercher dans le bouquin. Voilà. Objectivement, je suis mauvais. Non, t'es juste lent et mal préparé. Peut-être que mais le hamster, objectivement, il serait à ton rythme. Voilà, si je ne connais pas ça et que le cahier des charges dit que je dois animer la table et que tous mes joueurs s'emmerdent pendant que je tourne les pages à chercher. Mais ça, c'est parce que quand même, est-ce que c'est la faute du jeu? Est-ce qu'on parle toujours de jeu de rôle là, Vincent? C'est ça la question. Là, c'est la faute du meneur de jeu qui est objectivement mauvais. Mais c'est pas le meneur de jeu qui est mauvais, c'est Vincent. C'est-à-dire la personne en elle-même qui est là, qui a des problèmes. Oui, mais enfin voilà. Mais si je suis meneur de jeu, on parle de. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est très important. C'est pas la même chose. On n'est plus au même niveau là, Vincent. Tu vois. D'accord. Donc il y a des mauvaises personnes, il y a pas de mauvais maître de jeu. Non, il y a des personnes qui sont encore une fois, il y a des personnes qui répondent à certains cahiers des charges qui sont adaptés à certaines choses et d'autres qui ne le sont pas. Et moi, je suis par exemple, je suis peut-être une mauvaise personne. Par exemple, je suis un mauvais tourneur-fraiseur. Je suis un mauvais manuel. Ok. Par contre, j'ai plein d'exemples pour toi.
Je vais t'en citer déjà 2. Attention, on dérive là. On parle plus du meneur de jeu là. On est déjà rentré dans les. Ah non. Attention. Moi, je reviens sur des cas classiques. C'est-à-dire, par exemple, je vais te dire le meneur lecteur. Le meneur lecteur. C'est-à-dire le type, ouais, il respecte entre guillemets le cahier des charges, le carcan, enfin, je sais pas. Bon, bref, ouais. Il respecte le truc. Hein. Oui. Le jeu, il le respecte. Ouais. Et, du coup, par contre, tout son scénario, il passe à te le lire. Mais c'est ce que dit Vincent. Mais exactement. Là, t'es en train de donner le même argument que Vincent. Moi, il ne me convainc pas. On va pas en parler pendant des heures. Pour moi, il me convainc pas. Je laisse les auditeurs se faire leur c'est un mauvais maître de jeu ou c'est une mauvaise personne. Enfin, alors, est-ce que moi, il y a quelque chose que je pense qui fait que c'est que déjà, Romaric, t'as mis 2 définitions sous le mot cahier des charges. T'as mis le mot meneur de jeu, ouais. C'est pas moi qui les ai mises là, les gars. Cahier des charges, tu l'as mis comme définition sur le cahier des charges amené par l'ensemble des participants à la partie et sur le cahier des charges appliqué par le manuel. Ta définition implique les deux en même temps. Et je pense que c'est ton souhait, et je suis plutôt d'accord avec toi. Mais je pense que la définition retenue par la plupart des gens, c'est uniquement celle qui tient compte de celui qui a bien, des joueurs et de la table qui ont réussi à amener une partie plaisante. Le fameux, tant que tout le monde s'amuse. Après, je suis d'accord avec toi que dans l'idéal, dans le monde idéal, le bon MJ, enfin, je suis d'accord avec toi. Qu'il existe, essaierait de respecter les règles, ou en tout cas les prendrait avec bienveillance. Mais il y a 2 cahiers des charges. Il y a celui qui vient du jeu, et il y a celui qui vient des joueurs autour de la table. Ouais. Donc en fait, tu ne peux pas avoir de mauvais MJ, mais tu peux avoir un mauvais animateur. Non, parce que si, regarde. Oui, alors, je vais reprendre ton exemple du mec qui cherche des règles pendant 10 minutes. Un animateur adapté à tes attentes. Vincent, je reprends ton exemple des règles pures. Mais à un moment donné, il y a des attentes. Un MJ qui te lit le scénario, je sais pas à quelle attente ça peut correspondre. Dans ce cas-là, attends, essayez de me suivre. Tout à l'heure, je prenais le coup du livre des 5 anneaux, en disant il y a des jeux avec un univers vaste, qui ont, je sais pas, plein de propositions, dans lesquelles vous pouvez jouer plusieurs choses différentes. Jusqu'à là, vous me suivez, je pense. Est-ce que ce genre de jeux-là c'est des mauvais jeux? Parce que je prends ton propos à l'envers, Romaric. Les mauvais jeux, il n'y a pas de mauvais maîtres de jeu, il n'y a pas de bons maîtres de jeu, il n'y a que des mauvais jeux finalement, ou des bons jeux. Donc dans les jeux vastes, entre guillemets. Il y a que des bons cahiers des charges. Enfin, il y a des cahiers des charges éventuellement juste bien respectés. Essaie de suivre mon délire. Hein. C'est de suivre mon délire. Alors, on part là-dessus. Est-ce que les jeux vastes, dans ce cas-là, avec beaucoup de propositions et compagnie, est-ce que c'est des bons jeux ou pas? Ou des mauvais jeux? Parce que du coup, j'en ai exemple derrière. Non mais attendez, écoutez les gars, c'est très clair. Je vais essayer d'expliquer ça dans l'absolu. Ok? Pour une fois, on va. J'aimerais avoir dans l'absolu avec des hamsters si possible. J'aimerais avoir la possibilité de balancer mon exemple derrière. Romaric, je te promets rien. Si je peux balancer mon exemple juste derrière. Et après tu non mais on a déjà parlé de tout ça, Jeff. C'est-à-dire en fait on cherche des exemples différents, mais en fait on parle toujours de la même chose. Entre guillemets, on va dire les mauvais maîtres de jeu. Le bien et le mal n'existent pas. C'est pour moi c'est clair et net. Le bien et le mal n'existent que dans le cadre d'un paradigme qui est un ensemble de règles, de contraintes, de lois, un espèce de cahier des charges, et c'est dans ce cadre que l'on dit si une chose est bonne ou mauvaise. Il n'y a pas de autre. Et le bien et le mal en soi, dans l'absolu, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. Montrez-moi le bien, montrez-moi le mal. Ça n'existe pas. Le bien et le mal n'existent que dans un cadre. Il y a plein de mal autour de la table. D'accord, ok. Donc là, on en est rendu à un moment où la conversation peut plus avancer, je crois. Non, mais clairement. J'ai envie d'aller jusqu'au bout sur mon truc, si c'est possible. Après, tu me dis directement si tu veux, Jeff. Mais vas-y. Peut-être mon argument après, il y a pas de souci. En gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est un cas aussi. Donc, j'ai sorti le meneur lecteur. Voilà. Mais il y a le meneur joueur aussi. Et ça, je pense qu'il y a certains cahiers des charges qui le permettent. Il y a des règles qui le permettent. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est que c'est un abus ou pas? Est-ce que c'est une faute de game design ou pas? C'était pour ça que je parlais de jeux vastes. C'est-à-dire des jeux où, par exemple, tu as des PNJ officiels. Mais il y a des gens qui vont triper avec ça, qui vont aimer le MJPJ.
Il y a des gens qui aiment mais il y en a ça. qui vont pas l'aimer justement, qui vont dire mais dans ce cas-là, qui joue à un autre jeu, bordel. Enfin, c'est quoi le MJPJ? Le MJPJ, c'est le meneur de jeu qui a un PJ à lui, un personnage qui pexe en même temps que les autres. En gros, c'est le meneur qu'on a marre d'être meneur et donc il se fait un personnage. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Il se fait un personnage. Il se fait un personnage qui va suivre. Alors, il a un avatar dans la fiction, genre le veneur de Hurlement. Voilà, ça c'est. Spoiler, putain! Enfin, c'est pas du tout un spoiler. Non, c'est pas un spoiler, c'est dit dès le départ, on le rencontre. Ah oui, je confondais avec le premier scénario. Non, ou ça peut être éventuellement aussi le cas d'un maître de jeu qui a un PNJ très très fort dans le cadre de sa campagne et tout tourne autour de lui. Voilà, c'est ça. En fait, c'est lui en fait. Dans le fait où admettons il est pris véritablement un PNJ officiel et compagnie, est-ce que il y a des gens qui adorent ça. En gros, je vais dire, il respecte le cahier des charges. Et du coup, est-ce que c'est un bon ou un mauvais maître de jeu? Parce qu'il respecte la règle, mais il fait quelque chose qui peut énerver. Ouais, juste je crois qu'on parle dans le vent, parce que Rob, il défend le mot que le mot bon veut rien dire. Donc en fait, dès qu'on utilise le mot bon, on dit de la merde. Non, il veut dire quelque chose, mais dans le sens d'un paradigme donné. Dites-moi le cadre dans lequel vous employez ce mot, je vous le dirai. Est-ce que c'est dans le cadre catholique? Est-ce qu'il est, par exemple, si je vous dis, allez, y a-t-il de bon ou de mauvais MJ? Mais parlons maintenant de la loi catholique. Qu'est-ce que ça a comme sens? Ça veut dire que le bon MJ, c'est celui qui fait gagner la foi, etc. Et le mauvais, c'est celui qui fait gagner Lisez l'article Infosect, qui est le fameux truc qui est resté en tête de Google dans le JDR. Quand il analyse la question du bon et du mauvais MJ, il parle par rapport à la foi des témoins de Jéhovah. Et il explique que les MJ de jeux de rôle sont tous mauvais parce que ils font gagner par exemple, dans des dés, ils font jouer des démons et ils font gagner le mal. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Non, mais vous comprenez. Les mots bon et mauvais n'ont de sens que dans des paradigmes. Si tu veux leur enlever leur sens, est-ce que si je te dis par exemple un maître de jeu plus pertinent, un maître de jeu plus impertinent, ou je sais pas, un maître de jeu plus avisé ou mal avisé, ça revient au même, ça dépend de. J'essaye. Pour moi, le sujet, il est terminé, les gars, depuis au moins 20 minutes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait la distinction de Vincent, où il disait, voilà, le bon, il y a des gens qui voient le bon et le meneur de jeu parce que justement, il est au-dessus des règles, donc c'est à lui de les créer, et voilà. Et un autre qui voit Soumis, et dans ce cas-là, il est bon parce qu'il respecte des règles. On a tout dit, là. Et tout le reste, on reprend les mêmes exemples, les mêmes trucs. Et il y a évidemment Adrien qui cherche à péter les définitions avec des hamsters parce que voilà, c'est un philosophe analytique et c'est un physicien et il adore péter des définitions en trouvant des contre-exemples complètement à la nœud pour te péter les définitions. Mais chacun est dans son rôle de troll, mais le sujet est terminé. En même temps, tu sais que le sujet est terminé, tu nous laisses parler comme des débiles dessus. Parce que j'ai l'impression que c'est aussi ton aspect malsain à toi. Oui, d'accord. Okay. Arrête ce sujet, on souffre. Ouais, par contre, il y a des bons et des mauvais pédagogues. Il y a des gens qui savent expliquer. Espèce de gros. Ça, c'est tellement salaud. Je suis assez d'accord avec ton constat, Romaric. Pour moi aussi, la question est réglée depuis tout à l'heure, mais moi, je voulais juste dire que je suis un MJ chaotique neutre, donc je m'en fous. Je crois que Vivien voulait dire un truc depuis un bail aussi. Non, je voulais juste revenir sur ce que Jeff disait sur le joueur, le MJ joueur, MJPJ. On peut imaginer un jeu, alors je sais pas comment ça se marche dans Doctor Who, par exemple, ou des jeux comme ça. On pourrait imaginer un jeu conçu autour de l'idée d'un joueur, d'un PJ joué par le MJ surpuissant, My Life with Master, effectivement, et qui apporterait quand même des problématiques intéressantes et rendrait le jeu intéressant. Mais oui. Et maintenant, effectivement, tous les jeux, on va dire, plus traditionnels, devraient comporter l'idée que le MJ ne doit pas faire ça. Je citerais presque aussi Dirty Secret, dans lequel l'enquêteur est un petit peu dans une position d'arbitre sur certains trucs. Pour sortir de Dirty Secret, j'ai tellement de mal à savoir où je veux en venir que. Tu vois, non, mais ce que je veux dire, Influenza. Le MJ peut avoir un PJ. Voilà, t'as plein d'exemples. Oui, il y a plein d'exemples. Et en fait, on voit que là, le mot MJ lui-même commence à ne plus s'adapter parce qu'en fait, il sort des propriétés qu'on a communément envie de lui attribuer, etc. Et en fait, ce mot est quelque part, c'est en fait moi, deux réfutations dans le sujet bon MJPJ, enfin bon ou mauvais MJ. Il y a deux trucs qui explosent, le bon et le mal, pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, selon moi, et le maître de jeu, pour les raisons que Vivien a invoquées au début, qui est un problème de flou de définition, qu'on ne sait pas exactement ce que c'est que le MJ, qu'il n'y a que des MJ de certains jeux, ce qu'Adrien disait, il n'y a que des veneurs, il n'y a que des éminences grises, il n'y a que des, je sais plus qu'il y a des exemples, des antagonistes, des gardiens du donjon, des maîtres de cérémonie, et il n'y a pas de meneur de jeu. Et donc le sujet, il explose en fait. C'est en fait une espèce d'adéquation miraculeuse entre le propos d'un jeu, le désir des participants à la table et l'interaction entre les deux. Voilà, excellente conclusion. Conclusion, le bon MJ
Il voit un jeu devant lui. Il joue les règles. Le mauvais MJ, il voit un jeu devant lui, il joue les règles. il joue les règles. Mais c'est un mauvais MJ. C'est un mauvais Parce MJ. que le jeu, il plaît pas aux joueurs autour de la table. Voilà. Fallait la faire, je suis désolé. Si la Dumas veut me confisquer mes livres de base. Allez, je pense que ce sujet, encore une fois, est terminé. Est-ce que vous pensez... Désolé pour cette demi-heure. Est-ce que vous pensez pas qu'on... voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose des mauvais hamsters, qu'on a raté quelque chose par rapport, est-ce qu'on a répondu à cette question de pourquoi oui, moi je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et en plus, on a fait beaucoup de déblatération autour. D'accord, ok. Juste, est-ce que vous pensez vraiment que cette question de pourquoi cette question est créée autant de crispation autour des rôlistes et tout? On l'a dit. C'est bon, ça a été suffisamment traité. Une question Personne de n'a vocabulaire. d'autres. Parce que j'ai pas entendu tout le monde là-dessus. C'est toujours une question de vocabulaire. Tout le monde est d'accord avec ce qu'a dit Vincent par rapport au fait que du coup il devient auteur. Et tout, elle était très bien. Voilà. Dans un podcast, Ok, très bien. Rien à ajouter. Nickel, impeccable. Eh bien, putain, c'était quand même un super Franchement, podcast. on kiffe, on Je est me des suis bons vraiment podcasteurs, éclaté. moi, Non, mais franchement, je me suis vraiment éclaté. Super. Juste, t'aurais pu dire que c'était terminé. T'aurais pu dire que c'était terminé. Merci En fait, cette à discussion vous avait un d'avoir mauvais participé. MJ, quoi. Cette discussion, ta gueule. Ah, putain, mais ça suffit, oui. Putain, mais c'est quoi ce bordel? T'as pas respecté le contrat social. Allez, à bientôt tout le monde. Bon jeudi. Portez-vous bien, surtout jouez bien. Salut. Ciao, ciao. Ciao.